Tellement heureux de vous retrouver comme tous les jours à midi. Bonjour Magali. Pendant la guerre en Iran, dont nous vous parlons tous les jours, les guerres dans le monde continuent. C'est ainsi que nous avons appris, par exemple, qu'en Ukraine, une bataille a été remportée par les Ukrainiens contre les Russes qui se sont rendus, qui ont reculé grâce à des drones. Les Russes se sont donc rendus à des drones. Voici une nouvelle donnée quand même de cette guerre technologique, de cette guerre numérique, de cette guerre high-tech. Et oui, nous vous l'avons dit, mais ça se confirme, l'Ukraine est en train de devenir, dans la guerre moderne, un pays, une armée avec laquelle il faudra désormais compter. Que de chemin parcouru par les Ukrainiens en 4 ans. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut prendre en compte en ce mercredi, c'est que, figurez-vous, mesdames, messieurs, que l'AIEA prévient, l'AIEA nous dit, c'est-à-dire l'autorité mondiale en matière de nucléaire militaire, nous dit attention, la Corée du Nord. Et oui, pendant que nous avons les yeux braqués en Iran, pendant que nous avons les yeux braqués en Ukraine, en Russie, la Corée du Nord, elle, augmente sa capacité à fabriquer des bombes atomiques. C'est ainsi que dit les choses l'AIEA. Ça veut dire en clair, je pense, qu'elle est en train de fabriquer des bombes atomiques tranquille, pépère, discrètement, alors que nous regardons encore une fois l'Iran. Donc, n'oublions pas ces deux fronts très importants que nous évoquons aujourd'hui, la Corée du Nord et la bombe atomique, et puis l'Ukraine qui devient une des armées modernes les plus incroyables d'Europe et du monde. Voilà, mais on va commencer quand même à vous parler de cette actualité complètement dingue, et d'un petit exploit, d'un sacré exploit même réalisé par une des journalistes d'LCI. Et figurez-vous, c'est exclusif, effectivement, une journaliste de LCI, pour ne pas la nommer, Margot Haddad, qui est sur notre plateau. Merci d'être là, Margot. Merci à vous. Vous avez réussi à joindre au téléphone Donald Trump, le président américain. Alors, il faut dire que vous êtes volontaire et perspicace. Ça fait quelques jours, quelques semaines que vous essayez de le contacter. Il vous a enfin répondu. Donc, vous pourrez tout nous dire dans un instant. D'abord, les coulisses de ce coup de fil avec Tiffaine Le Riche. L'appel dure une trentaine de secondes. Hier, Donald Trump est dans le bureau ovale en train de gérer la crise iranienne. Comme souvent, LCI cherche à le joindre par téléphone. Cette fois-ci, il décroche. L'occasion de faire passer ce message. This is Margot from French TV. Do you have 5 minutes? I can't talk to you now, but we're doing very well, and I love France. Okay. What do you want to tell to Emmanuel Macron? I'm at a meeting dealing directly with Iran, so I can't talk to you now, but we're doing very well, and I love France. Un appel passé depuis son téléphone portable personnel. Notre journaliste Margot Haddad avait récupéré son numéro il y a 2 mois par des proches du président américain. Il a 2 téléphones portables, un qui est professionnel, sur lequel il reçoit aussi des messages de Mark Rutte, Emmanuel Macron, et celui-là c'est son numéro qu'il a depuis très très longtemps, donc depuis avant la politique, et c'est un numéro qu'il a gardé, et à partir de ce moment-là, il sait que très peu de personnes ont ce numéro-là. Depuis le début de la guerre en Iran, seule une trentaine de journalistes à travers le monde seraient parvenus à joindre le président américain. Vous êtes sacrément gonflé, perspicace, opiniâtre. Franchement, ça va vous paraître stupide, mais je n'aurais jamais eu l'idée de téléphoner en direct à Donald Trump. Jamais. Jamais. Ça me paraît tellement lointain, inaccessible, impossible, que le président réponde même à un numéro de téléphone qu'on m'aurait donné. J'aurais dit, mais non, ça marchera jamais, laisse tomber, c'est pas possible. Je pars du principe que le journalisme, c'est 10% de chance, 10% de culot et 80% de travail. Donc, de fait, le plus dur, c'était d'obtenir ce numéro. Ça m'a pris des mois. Faut pas croire, pour nos téléspectateurs qui peuvent être surpris qu'un journaliste peut avoir le numéro de téléphone du président américain. Peut-être tout le monde peut l'obtenir. Il faut être accepté dans des réseaux autour de Donald Trump, ses proches, et surtout que c'est pas les circuits traditionnels avec l'administration Trump. Pour avoir couvert d'autres administrations comme celle de Barack Obama ou de Joe Biden, c'est des circuits qui sont normaux avec la communication, qui décident si oui ou non on pouvait avoir une interview de président. Avec Donald Trump, c'est vraiment essayer de rentrer dans un réseau de personnes qui peuvent être du domaine privé comme du domaine politique et qui vous font confiance à un moment parce qu'ils savent que vous travaillez sur la politique américaine depuis un certain temps et qui finissent par vous dire, à force de les côtoyer, écoute, peu de journalistes ont ce numéro, mais je te le donne à toi parce que ça fait un moment qu'on se côtoie. Il répond parfois à des journalistes,
tente ta chance. Et après, c'est vous et votre culot, vous et votre ténacité, la persévérance. C'est une trentaine de fois que je l'appelle en 2 mois. Une fois, ça a décroché, c'était son assistante, Nathalie Harp, qui est la jeune femme blonde, toute menue, qu'on voit partout avec son imprimante derrière lui pour lui imprimer ses tweets et également quand il veut faire des discours impromptus. Et puis, elle m'a répondu et je pense qu'elle pensait que c'était la diplomatie française qui l'appelait. On était en pleine guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Et c'était un moment où on essayait d'arriver à une certaine forme de négociation. Et à ce moment-là, ils ont vu un numéro de téléphone français parce que j'appelle toujours avec un indicatif français. Et à ce moment-là, il a répondu. Bon, autour de ce plateau, Grégory Phillips du service international, Renaud Pila est là, Isabelle Saporta. Nous sommes également avec le sociologue Didier Djadi, réfugié politique iranien. Merci mon cher Didier de venir. Et Bertrand Villemer, ancien chef d'état-major interarmé des forces françaises. Bon, c'est quand même bluffant, mais qu'est-ce que ça dit ? Je vous rends le micro dans un instant, mais les amis, qu'est-ce que ça dit de Donald Trump ? Franchement, l'homme le plus puissant du monde qui vous répond, là j'ai vu sur ce reportage, qui vous répond, je suis en pleine réunion, je suis en train de traiter l'Iran, il est en train de parler d'une guerre, il répond sur son téléphone perso à une journaliste, il lui dit j'aime Macron. J'aime la France. Il n'a pas dit j'aime Macron. Oui, J'aime la France. J'aime la France, oui. Pas dit. Non, mais moi je trouve ça génial que vous ayez réussi à l'avoir. Bravo, c'est remarquable. Et je trouve ça désespérant en même temps, je ne peux pas vous dire quoi. C'est-à-dire que j'aimerais tellement que Donald Trump soit à 200% à plus jamais répondre au téléphone, à arrêter de tweeter et à se dire bon ben là j'ai mis un pardon mais un bazar pas possible. Comment en fait j'écoute enfin les experts, j'ai une voie de sortie c'est sûr, j'arrête d'insulter tout le monde et j'arrête de penser que je vais imposer mon narratif et qu'au fond imposer son propre narratif et sa propre communication est plus important que de résoudre les problèmes qu'il a lui-même créés. Mais non. Attendez, non, en fait le mec il préfère répondre au téléphone. Et pareil pour le Corriere della Sera, il a répondu pour dire du mal de Mélanie. Oui, je la trouve pas très courageuse, je l'aime pas trop. Bon, bah formidable. Non, mais attendez, on ne peut pas. En fait, c'est le maître du monde, hein. Mais pourquoi est-ce que, enfin, moi je trouve, vous avez beau ne pas aimer Donald Trump, ça. De casser les canaux de communication habituels pour faire acte de transparence avec des gens qui lui téléphonent. Moi, je trouve que sur ce point-là, au moins, vous pourriez dire, ça change de cette gangue insupportable de feutrés qu'il y a autour des présidents de la République. Il est accessible. Pourquoi s'en plaindre ? Pourquoi s'en plaindre ? Parce que, vous voyez, à force d'être accessible, à force de dire, en fait, tout ce qui est les normes, tout ce qui est les réglementations, tout ce qui est les experts autour de nous, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils sont construits. C'est au fond de dire, l'expertise, c'est pas possible, ça te coupe du peuple, ça te couple de la vraie réflexion. Et ben en fait, il a écouté aucun des experts. Et donc maintenant, on se retrouve avec le bazar, pour pas dire autre chose, auquel on assiste, avec cette espèce de contre-blocus. Donc moi, je veux bien, vous voyez, vive le feutre, hein, vive la diplomatie, vive la réglementation, même vive les normes, vive l'Europe. Ça veut dire que ni Joe Biden, ni Barack Obama, par exemple, n'auraient répondu à... Non mais alors, comme bien ça, sûr, pendant la présidence de Biden, la com était plus que verrouillé pour toutes les raisons que l'on connaît, et notamment l'âge du capitaine. Donc Biden ne parlait quasiment jamais, même les conférences de presse, il n'en donnait pas. Ça, Trump a totalement rompu avec ça. Il parle tous les jours, plusieurs fois par jour, et il répond au téléphone de Margot Haddad. Alors, Margot, on se connaît, on travaille ensemble, donc le numéro, tu me le donneras, évidemment, après l'émission, et on le donnera aux téléspectateurs s'ils veulent s'adresser à Donald Trump. Allô, Donald. Allô, Donald, pardon. C'est pas pour minorer ce qu'a fait Margot, c'est remarquable ce qu'elle a fait, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais juste, mettez-vous un peu dans la psyché du mec. Non, mais ce qui est intéressant... Bon, je vous signale que ça va devenir un personnage central de l'émission. Laurent, le responsable de l'agence bancaire où j'ai mon compte, voilà, il nous regarde tous les jours, hein, parce qu'il ne travaille pas à cette heure-ci. Donc, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? Ça m'aurait étonné qu'Isabelle Saporta se satisfasse de ce coup de téléphone. Ah ben voilà, je suis d'accord avec le responsable de mon agence bancaire. Non mais ce qui est très intéressant dans l'échange téléphonique que Margot a eu avec le président américain, c'est que là il répond en plein cœur d'une réunion avec l'Iran. C'est ce qu'il dit. Il dit je suis en train de travailler sur l'Iran. Bon, je réponds brièvement, mais voilà. Mais il répond aussi dans des moments de crise absolue. Souvenez-vous, après la capture de Maduro, un autre journaliste américain cette fois se dit un peu au culot. Bon, je vais l'appeler pour avoir des détails pour savoir ce qui vient de se passer au Venezuela, et il répond. Et il décrit en quelques mots l'opération qui a eu lieu quelques minutes plus tôt. Donc il y a un côté, pour le coup, Isabelle, je suis souvent d'accord avec vous, mais là moins. Ouais. Non, il casse les codes et
il est accessible, c'est vrai. Et ça lui permet aussi de faire passer des messages. Vous avez une tendresse pour Trump depuis. Non, mais c'est une manière assez intelligente, je trouve, de faire passer des messages autres que la conférence de presse qui a lieu une fois par mois, etc. Et quand il répond directement aux journalistes, certes, il est un peu impétueux, il le fait un peu comme un réflexe, etc. Mais c'est aussi calculé de se dire, ben voilà, je peux communiquer directement et très rapidement. Juste, Margot, je vous passe le micro tout de suite, Renaud, mais Margot, d'abord, premier truc, quand il décroche, j'imagine, vous avez une poussée d'adrénaline, là, vous reconnaissez la voix tout de suite? Mais je reconnais tout de suite la voix. Enfin, comment ne pas reconnaître cette voix du président américain? Surtout que la dernière fois que j'ai appelé, c'est une femme qui m'a répondu. Donc en fait, on appelle, on se dit pas on va tomber au final sur le président américain. On se dit bon, il y a ses assistantes qui gardent le téléphone de temps en temps. La dernière fois que je l'ai appelé, il était au golf, donc je me suis dit bon, elle garde son téléphone pendant qu'il joue au golf. Là, quand il décroche, je me suis ruée sur la table du salon où il y avait mon enregistreur et j'ai eu le réflexe d'appuyer pour essayer d'avoir une petite séquence et de l'envoyer à LCI. Mais en fait, je ne sais jamais quand il va répondre, je ne sais jamais s'il va répondre parce que j'ai appelé maintes et maintes fois et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il décide de répondre. Alors, je sais qu'il est au courant que j'écris un livre sur lui. Je sais qu'il l'a en tête. Je lui ai envoyé plusieurs SMS en lui parlant de mon projet. Et je sais que des gens de son entourage lui en ont parlé. Donc, quand il voit un numéro français, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit un journaliste qui, par les canaux très bizarres de Washington, ont réussi à l'obtenir, soit c'est la diplomatie française. Non, mais vous devriez, pour votre émission le week-end, vous devriez faire un duplex avec lui. Parce que en direct. Non, mais attendez, je plaisante pas. Il est tellement imprévisible. Il est tellement surprenant. Il est tellement iconoclaste. C'est comme ça qu'il a lié des relations particulières avec la journaliste de Fox News, qu'il interviewe toujours, qu'il a au téléphone, etc. Vous, si vous avez le canal, vous devez jouer un Skype un jour, etc. Donc, il sortira peut-être quelque chose, des vraies informations. Maintenant qu'il vous a répondu une fois, a priori, le contact, il est établi. Normalement, c'est plus simple. On m'a toujours dit, du côté de la Maison-Blanche, que le plus dur, c'est de le garder longtemps au téléphone. C'est pour ça que cette séquence, elle dure 30 secondes. Tous les journalistes de la Maison-Blanche, et encore, pas tous, parce que certains à qui j'ai demandé ne l'ont pas, ce numéro de téléphone. Mais ceux qui l'ont, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut être validé par des canaux pour avoir ce numéro, pour pas que les téléspectateurs se disent tout le monde peut l'avoir. Et quand vous êtes validé, il sait en général qui a son numéro. Donc, vous n'auriez pas, je suis en train de réfléchir, pardon, je pense, vous n'auriez pas le numéro de Poutine, par exemple? On peut pas refaire le truc avec Vladimir Poutine. Je le sens moins, lui. Ou Xi Jinping. Je le sens moins, Xi. Bonjour, sexy. Oui, Margot, oui. Donc faites un bouquin sur moi. Effectivement, maintenant que le contact est établi, il est possible que vous l'ayez de nouveau. Je suppose. Soit il a bloqué mon numéro, mais ça sonne encore. Donc Margot, elle va l'avoir tout le week-end, vous avez raison. Allez, samedi prochain, 20h. Allez, deal. Non, scoop incroyable de Margot, bravo. Moi, je suis tombé de ma chaise hier soir quand j'ai vu sur LCI l'extrait, l'humilité de Margot, c'est 90% de chance et 5% de talent. Non, c'est 100% d'opiniâtreté. Parce que franchement, arriver à avoir Donald Trump qui décroche, c'est assez remarquable. Et ce qu'il y a d'excellent dans ce court entretien, c'est qu'il y a du fond, qu'il y a des choses. Et voilà, moi, je retiens deux choses. Premièrement, je m'occupe des Iraniens, ça se passe bien. Et je m'occupe des Iraniens, je traite des Iraniens, je dialogue avec les Iraniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors Margot va peut-être pouvoir nous en dire plus, mais est-ce que c'est de la relation directe? Est-ce que ça veut dire que les choses avancent très bien? Est-ce que ça veut dire qu'il est optimiste? Dans sa voix, on a l'impression, et d'ailleurs il l'a dit hier soir, que la guerre est finie. Ça veut dire quoi que la guerre est finie? Donc ça, c'est important. Puis deuxièmement, il a une journaliste qui dit c'est la France. Il aurait pu dire pardon, je vais pas être vulgaire, mais vous m'emmerdez. La France, non. Et là, il fait j'adore la France. J'adore la France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il garde un très bon souvenir de ses séjours à Paris. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est un peu le grand-papa d'Emmanuel Macron. Il supporte pas la position française, traditionnelle, anti-américaine. Mais, le petit Macron, il a eu un parcours incroyable. Il est pas comme tous les autres. Je l'aime bien, le petit Macron. Et ça, on le sent, je trouve, dans la voix des... Deux choses. Margot, vous voulez bien rester chez nous comme éditorialiste vous voulez bien rester un peu? Vous voulez que j'appelle Donald Trump? Vous appellerez. Et
Il est 6h15 du matin. Ouais, c'est un peu Vous appellerez Xi Jinping, s'il vous plaît, et le président russe aussi, s'il vous plaît. Bon, cela dit, non, vous pouvez rester quelques instants avec nous. Bon, je me tourne vers vous, Didier Djadi, qui êtes le père de toute la diaspora iranienne déployée en France depuis très longtemps. Je rappelle que vous êtes réfugié politique iranien, que vous êtes sociologue universitaire, que vous avez été un communiste iranien au moment de la révolution de Khomeini en 1979, que vous n'avez pas cru tellement au projet de l'ayatollah Khomeini dès le début, ça vous a semblé suspect, et que vous êtes venu comme opposant politique vous installer en France. Didier Djadi, quand vous entendez Donald Trump qui dit à Margot Haddad je m'occupe des Iraniens, ça vous fait réagir ? Écoutez, tout d'abord, merci à notre amie ici présente, Margot. C'est une excellente chose et c'est une excellente réussite également pour vous, d'une part. D'autre part, dans le système de communication du président américain, il y a toujours des éléments aléatoires. Il est tout le temps en train de communiquer là, dans son avion, sur la plage, lors d'un repas, lors d'une fête, tout le temps. Il a banalisé en fait un système de communication en tant que président de la République. Effectivement, c'est complètement, largement, disons, utiliser ce type de communication. Deuxième point. Troisième point, je pense que effectivement, ce moment de contact, même si c'est court, a son importance. C'est parce que je ne pouvais pas m'empêcher de comparer immédiatement, par exemple, avec des grands dictateurs, tels que par exemple le dictateur donc Ali Khamenei. Pendant 37 ans au pouvoir absolu, il n'a jamais eu un entretien avec aucun journaliste, un entretien. Et donc des appels téléphoniques et tout ça, on n'en parle pas. Et donc effectivement complètement figé dans son système, disons opaque, etc. Et que donc le président américain, malgré les critiques qu'on peut formuler, mais quand même il y a cette accessibilité quand même là, à ne pas oublier. Et quand il parle de l'Iran, eh bien c'est une préoccupation permanente pour lui. Et parfois les Iraniens, ils sont contents que lui, il pense à l'Iran, mais ils aimeraient qu'il pense au peuple iranien, qu'il garde son hostilité vis-à-vis donc du régime en place. Et alors Donald Trump, effectivement, qui a de nouveau accordé une interview, parlé de cette journaliste de Fox News, c'était hier soir, et c'est là qu'il assure que cette guerre au Moyen-Orient, eh bien, elle est quasiment terminée. Cette guerre est-elle terminée ? Je pense qu'elle touche à sa fin. Je considère qu'elle est sur le point de s'essouffler. Vous savez quoi ? Si je levais le camp tout de suite, il leur faudrait 20 ans pour reconstruire ce pays. Et nous n'avons pas encore fini. Mais nous verrons bien ce qui se passera. Je pense qu'ils veulent vraiment conclure un accord. Bon, ben on s'en sort très bien, hein, Grégory, on s'en sort très bien. Bon, c'est pas la première fois qu'il dit la guerre est en train de se terminer ou est sur le point de se terminer ou elle est terminée. Je note quand même que le Washington Post, il y a quelques minutes, annonce un renfort militaire de quelques milliers d'hommes dans la région. Donc je serais un peu moins catégorique sur le fait que c'est terminé. Attendez. Expliquez-moi, commentez cette information, j'en ai pris connaissance, comme tous les journalistes qui travaillent sur la situation internationale. Bon, on savait déjà que des renforts étaient arrivés, en plus des premiers renforts qui étaient déjà arrivés, donc là c'est quasiment la troisième couche de renforts qui a été annoncée et qui arriverait dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines semaines, parce qu'ils mettent du temps à arriver les renforts sur mer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Selon le Pentagone. Ça veut dire que vous avez vu le cycle de négociation avec ce qui s'est passé à Islamabad, il y a un ultimatum de 2 semaines, ça nous mène au 21 ou 22 avril. Et Trump a été pour le coup très précis là-dessus. Je maintiens les troupes et je suis prêt à réenclencher la guerre et les bombardements s'il le faut. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est que il n'est pas certain qu'à l'issue de cet ultimatum de 2 semaines, si la date est respectée, on sait que les ultimatums de Trump sont parfois un peu changeants, mais il n'est pas impossible que les Américains repartent dans une campagne de bombardement sur l'Iran. C'est ça qu'il a dit. Non mais c'est là qu'on revient. Donc c'est assez contradictoire avec ça y est, c'est terminé. Mais c'est là qu'on revient dans ce qu'a fait Margot Haddad, notre journaliste, hier soir, c'est-à-dire téléphoner à Donald Trump, avoir un Donald Trump disponible qui lui parle, même rapidement. Et on revient là-dessus, c'est-à-dire que à la fois c'est un être ultra communicant qui communique dans tous les sens, parfois de façon contradictoire, mais ça on l'a déjà dit 10 fois.
et en même temps, nous sommes toujours dans le flou. C'est-à-dire que cette espèce de boule à facettes ultra communicante qui envoie, qui émet dans toutes les directions de la lumière, de la com, eh bien, en réalité, cette boule à facettes, elle est difficile à comprendre, parce que oui, alors, les négociations se passent très très bien. Voilà, il est super optimiste. Je m'occupe du peuple iranien, Bertrand Wilmer, mais en même temps, il envoie des renforts qui arriveront dans 3 semaines. Oui, effectivement. Depuis le début, les éléments de langage, depuis la conférence de presse du général Kane, où il expliquait, en son point 3, je crois, où il disait que l'armée américaine était en pleine forme, que les réserves étaient arrivées et qu'ils pouvaient répondre, comme au premier jour. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, vous êtes sûr que c'est pas Alia que vous aviez en face de vous? Ah non, parce qu'ils savent faire beaucoup de choses. Non, j'en suis sûre et certaine. Donc bravo pour l'audace. Et puisque Trump a toujours fustigé l'apparatchik fédéral. Et là, il s'en dégage. Et ça le rend sympathique. Il s'en dégage. Il voulait pas entendre parler de l'État fédéral. Vous qui le connaissez bien. Et là, on le voit bien. Donc il parle en direct, il est accessible. Et le pire, c'est que vous n'avez pas été filtré. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si vous le rappelez une demi-heure après, s'il prend l'appel. Oui, parce que ce téléphone-là, c'est son téléphone perso. Vous l'avez expliqué, qu'il garde depuis très longtemps. On lui a dit, attention, les Chinois peuvent entendre et comprendre ce que vous dites. Mais bon, il garde et il vous répond au téléphone. Margot Haddad, je voudrais profiter de votre présence. Je sais que vous écrivez un livre sur Donald Trump. Est-ce que vous parlez le Trump? Quelle est votre lecture de ce personnage? Vous savez à quel point, quand nous en parlons, nous, sur LCI, sa personnalité vient souvent polluer notre analyse à nous, parce que nous avons toujours des gens comme Isabelle Saporta, que je dénonce ici, qui ont une espèce d'hostilité quasiment épidermique pour Donald Trump. Alors parfois, ça vient un peu polluer le jugement juste factuel qu'on voudrait avoir sur tel fait. Il envoie des soldats à tel, ils vont la troupe à tel endroit. Vous êtes juste factuel, monsieur Brunet. Il n'y a que moi qui suis un peu idéologique. Et moi, c'est vrai, moi j'essaie de rééquilibrer un peu en essayant de mettre du rationnel. Attention, il y a derrière Donald Trump une administration. Tout ce qui est fait est réfléchi. Ne tombons pas dans le piège de penser que Donald Trump est 100% inconséquent et fou. Donc, quelle est votre analyse sur cette nouveauté incroyable, cette espèce d'ovni politique qui est entré dans le jeu international il y a quelques années et qui nous brinque-balle dans tous les sens, quoi. Je pense que chez Donald Trump, il n'y a pas de stratégie, il n'y a que des instincts. C'est-à-dire qu'il réagit au coup par coup. Donc il fait quelque chose, il voit comment ça prend sur la scène internationale ou la scène intérieure, et à partir de ça, il prend une deuxième décision. Autre chose, Donald Trump... Donc il teste, il dit quelque chose qui fera peut-être pas, mais comme au poker, on paie pour voir. C'est un businessman à la Maison-Blanche. Il ne faut jamais l'oublier. Autre chose, il ne s'entoure que d'une équipe qui est d'accord avec lui. J'avais un ancien conseiller à la sécurité nationale qui m'a dit ceux qui n'étaient pas au sein même de Donald Trump, qui est toujours un soutien de Trump, et c'est important de le souligner, ceux qui ne sont pas d'accord avec Trump à la Maison-Blanche, c'est de l'insubordination, ils n'ont rien à faire à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, ce n'est pas un lieu de contre-pouvoir. Et vous pouvez remettre ça en question, vous posez la question du rôle de l'armée dans tout ça. Beaucoup d'anciens militaires ne comprennent pas les militaires en place, dont Dan Kane, qui acceptent tous les scénarios possibles de Donald Trump. Donc il y a beaucoup de fantaisie. C'est un homme qui vous fait énormément de blagues, qui peut vous répéter 10 fois la même chose, mais en même temps, il y a une logique très claire de sa part avec les médias, c'est la saturation de l'espace médiatique, de manière constante. Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui méprise les médias traditionnels pour ce qu'ils sont, mais il ne les méprise pas dans sa stratégie, parce qu'il en a besoin et qu'il adore être au centre de l'attention des médias traditionnels. En tout cas, ce qu'on voit, il y a des milliers d'hommes supplémentaires américains, donc en route vers le Moyen-Orient, c'est aussi un moyen de pression. Si jamais les négociations ne marchent pas avec l'Iran, j'ai toutes les options sur la table et je pourrais les activer. C'est aussi le message envoyé aujourd'hui par Donald Trump et l'armée américaine, qui communique également et qui assure que le blocus mis en place en ce moment dans le détroit d'Ormuz, ça fonctionne. Voilà ce que dit le commandement militaire américain. Les forces américaines ont complètement mis à l'arrêt le commerce maritime de l'Iran, mis à l'arrêt
complètement. On va revenir sur les dernières heures, ce qui s'est passé dans ce détroit où effectivement plusieurs navires ont franchi le détroit d'Ormuz et ont fait demi-tour, n'ont pas été à la confrontation. Je peux vous donner mon opinion sur le sujet ? Non, après. Après. Je donnerai mon opinion après, mesdames, messieurs. Sur ces images du trafic maritime enregistrées hier, 4 navires qui semblent ici franchir le détroit d'Ormuz. En arrivant de ports iraniens, ces navires s'exposent à l'armada américaine positionnée à la sortie du golfe d'Oman et composée d'une 15aine de navires de guerre. Mais hier dans la soirée, les données de Marine Traffic montrent finalement que ces navires ont soit fait demi-tour ou se sont arrêtés au large des côtes omanaises, stoppés par le blocus américain. Les propriétaires de ces navires n'ont aucun intérêt, finalement, à voir leurs bateaux arraisonnés par la marine américaine. Ça voudrait dire leur cargaison immobilisée, voire saisie. Des navires qui n'ont donc finalement pas défié les troupes américaines, 24 heures à peine après la mise en place de ce blocus. Les Américains aussi ont les yeux sur les cours de bourse et sur les cours des principales courbes économiques. Ce blocus du blocus, ce contre-blocus, comme disait Bertrand, il peut durer, mais pas éternellement. Hier dans la soirée, un seul porte-conteneur sous pavillon comorien a pu franchir la ligne de blocage américaine. Il aurait probablement bénéficié d'une dérogation. Ok, très bien. Blocage du détroit d'Ormuz par les Américains. Attention, je vous le redis parce que Ormuz, ça devient compliqué. C'est très simple. Le blocage des Américains, c'est juste le blocage des navires qui vont faire du business avec des ports iraniens. Les navires iraniens ou les navires qui vont charger du pétrole dans un port iranien, etc. Voilà, c'est ça le blocus. Et ce blocus, bien évidemment, ne s'adresse pas aux autres bateaux qui iraient charger, par exemple, du pétrole irakien à destination, que sais-je, d'un autre pays occidental. Voilà, bon, vous avez compris que c'est un blocus sélectif. Je peux donner mon avis sur le blocus américain ? Non, pas encore. Juste après, parce que là, il y a Nivine. Nivine nous a rejoint. Et soyez patients. Vous savez que c'est une vertu, la patience, quand même. D'accord. Voilà, alors soyez patients, parce que Nivine va nous expliquer pourquoi ces bateaux ont fait demi-tour. Et bien parce qu'en face, ils avaient quand même une sacrée armada, on le disait, mais le dispositif est extrêmement impressionnant, Nivine. Oui, autant dire que les Américains n'ont pas fait les choses à moitié, puisque selon le commandement central américain, plus de 10 000 militaires sont mobilisés pour mettre en œuvre ce blocus. Des hommes, bien évidemment, mais également du matériel avec plus d'une douzaine de navires de guerre sur place. Ce sont principalement des destroyers lance-missiles comme celui-ci. Cette photo, elle a été publiée ce matin par l'armée américaine qui précise que chacun de ces destroyers compte 300 marins hautement formés à la conduite, je cite, d'opérations défensives, mais également offensive. Alors, outre ces destroyers, l'armée américaine a également réquisitionné des navires d'assaut amphibies, un navire de débarquement de chars, un navire de combat. Le porte-avions Abraham Lincoln est également positionné à proximité de ce blocus américain. Et puis, dans les airs, le dispositif, il est tout aussi impressionnant. Pas moins de 100 avions ont été réquisitionnés. Les Américains ont déployé des avions de chasse, des avions ravitailleurs, des avions de renseignement, mais aussi des drones. Ce dispositif, il serait très efficace selon le CENTCOM, qui affirme qu'aucun navire n'a franchi le blocus et que seuls 6 navires marchands ont été appelés à la radio et ils ont fait tout simplement demi-tour. Et effectivement, extrêmement impressionnant, et on a vu qu'a priori c'est suffisant pour dissuader donc les pétroliers, les navires de passer. Alors a priori, oui, effectivement, les pétroliers qui veulent entrer ou quitter un port iranien ne passent pas, mais ça ne veut pas dire pour autant que Donald Trump a gagné son pari, parce que la menace iranienne, évidemment, elle persiste. Le vrai risque aujourd'hui pour les Américains dans le détroit d'Ormuz, eh bien, ce sont les drones, puisque selon un ex-officier de l'US Navy, les Iraniens pourraient lancer des essaims de drones, soit des drones aériens comme cela, soit des drones maritimes, et cette vague de drones, elle pourrait saturer la défense américaine, si bien que des bâtiments américains pourraient potentiellement être détruits par des dizaines, voire des centaines de drones iraniens qui arriveraient en même temps vers cette armada. Merci beaucoup, Nivine. Merci, Nivine Potros. Merci. Vous avez un avis, alors ? Oui, j'ai le droit de donner mon avis. Allez, je vous donne l'autorisation. Merci. Sur la base, mes chers amis, sur la base de ce que nous voyons, on accueille
Pascal Perry qui vient de nous rejoindre. Sur la base de ce que nous voyons, le blocus mis en place par Donald Trump fonctionne assez bien. Et peut-être que nous touchons là du doigt une arme relativement efficace pour contraindre la République islamique d'Iran à faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Voilà des Américains qui ont tapé Grégory Phillips très fort pendant 47 jours sur cette République islamique d'Iran, qui ont cassé, détruit des tas de choses, des infrastructures, et on avait eu des mollahs assez résilients. Bon, et on se disait, mais alors, plus on tape, plus on solidifie le régime, c'est à n'y rien comprendre. Sauf que là, en frappant au portefeuille, en mettant ce blocus en place, Grégory Phillips, ce blocus ciblé, attention, on empêche de passer que les bateaux qui font du commerce avec l'Iran, là, on a quand même des mollahs qui sont un tantinet fébrile. Et ça ne dure que depuis quelques heures. Oui, vous avez raison, et à la fois, je me pose quand même une question, c'est que ne l'ont-ils fait plus tôt ? On est au 47e jour de guerre. Effectivement, c'est une arme économique qui est puissante. Alors on va voir dans les prochains jours comment ça se déroule, mais avant la mise en place de ce blocus, vous avez quand même quelques pétroliers iraniens qui ont réussi à passer et qui sont allés vendre leur pétrole aux Chinois. Souvenez-vous que Trump avait même levé l'interdiction des sanctions sur ce pétrole iranien pour remettre un peu d'huile dans la machine. Vous dites ça, parce que pour faire plaisir à Isabelle Saporta, pour lui dire ça ne marche pas si bien que ça, mais d'accord. Non, je dis ça marche, mais pourquoi depuis ils l'ont pas fait plus tôt ? Le blocus, il fonctionne, le blocus. Oui, vous avez raison. Et pourquoi je dis il va falloir surveiller dans les prochains jours ? L'arme du blocus, c'est un étranglement. C'est pour étouffer l'économie d'un pays. Souvenez-vous, alors ça remonte un peu, mais 62, Cuba, la crise des missiles, le blocus, il dure 13 jours. Et au 13e jour, vous avez Khrouchtchev et Kennedy qui finissent par trouver un accord parce que le pays est étranglé. Donc là, on est au 2e jour de ce blocus. Il va falloir voir si dans les négos, les Iraniens disent bon, ok, on n'en peut plus là. Il va falloir qu'on cède. Vous avez vu ce qu'il a dit à ABC hier, Donald Trump. Je pense que vous allez assister à 2 jours exceptionnels. J'en suis convaincu. 2 jours exceptionnels, ça amène à. Il parle des négos. Il parle de jeudi. Je pense qu'il parle des négos qui pourraient reprendre ce vendredi à Islamabad. Donc c'est peut-être à ça qu'il fait allusion. Vous savez, il y a un autre journaliste, alors il y a Margot Haddad qui a réussi à joindre Trump, et puis il y a un autre journaliste de ABC News qui s'appelle Jonathan Lemire, qui lui est encore au Pakistan parce qu'il est resté après les discussions du week-end dernier, et Trump lui dit, vous feriez mieux de rester sur place, il va se passer des choses extraordinaires d'ici 2 jours. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être une reprise des négos. Renaud Pila doit s'exprimer dans sa grande magnificence, ainsi que Pascal Perry. Pascal. Alors c'est vraiment un plaidoyer pour la science économique. C'est la science économique. Quand vous avez choisi économie à l'école, l'année du bac, vous avez fait un bon choix. Parce qu'on voit là que maintenant... J'ai fait ce choix bien avant. Vraiment, serrer le kiki, pardon pour cette trivialité épouvantable que je regrette déjà, des Iraniens avec la question économique. On voit le résultat immédiat. Ils reviennent tout de suite. Enfin, ils semblent soucieux de revenir immédiatement à la table des négociations. Alors que la guerre la plus sophistiquée, menée par 2 puissances très armées, Israël et les États-Unis, n'ont pas eu raison de la République islamique d'Iran pendant 45 jours. C'est fou, quand même. C'est une arme très efficace, puisque le pétrole, le gaz sont les ventes principales de l'Iran. Ce sont les exportations. C'est la richesse du régime, en réalité. Alors, il y a un élément de nuance que je veux apporter. Manifestement, selon le cabinet Kepler, qui est spécialisé dans le transport maritime, l'observation des situations commerciales, n'oubliez pas, 80% du commerce mondial se fait par la mer. Donc, on surveille ce qui se passe, évidemment. Il y aurait actuellement l'équivalent de 190 millions de barils, 190 millions de barils de pétrole iranien chargés sur des supertankers qui seraient sortis du blocus, parce que ces bateaux, ça fait 4 à peu de choses près. J'ai regardé très précisément, un supertanker, c'est de l'ordre de 55 000, l'équivalent de 55 000 barils. Donc vous auriez 4 supertankers chargés de pétrole iranien qui ont franchi le détroit il y a quelques jours, bien avant le blocus américain. Avant le blocus américain. Qui se dirige actuellement vers la Chine pour livrer ce pétrole. 90%.
on va arrondir, hein, c'est autour de 90% de ce pétrole serait livré aux Chinois, qui l'achètent, ça a une importance, $130 le baril. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en apnée. C'est-à-dire très cher. Ils l'achètent très cher. Oui. Ouais. Ça fait 24 milliards de dollars qui tomberaient dans les caisses de la République d'Iran. Bon, ça fait un peu d'argent. Ça fait du temps. Ouais. Ça va, oui, juste ces 4 tankers. C'est pas en yuan ? Non, c'est en dollars. Il est libellé en dollars. Alors, il est peut-être payé. Oui. Non, je dis l'équivalent de. L'équivalent de. Il est peut-être payé. Vous avez raison d'attirer mon attention là-dessus parce que. Les amis, je trouve ça très intéressant. On va en reparler parce que là, vous introduisez une notion nouvelle, c'est qu'en réalité, Chinois et Iraniens ont anticipé ce blocage et ont mis en place des dispositifs. On fait sortir des bateaux déjà chargés de pétrole, on les met en pleine mer dans la prévision du blocus, etc. Très bien. Moi, je voudrais votre avis sur un autre point. La guerre, c'est des tâtonnements, Bertrand Villemer. La guerre, c'est compliqué. On reproche beaucoup aux Américains de ne rien avoir anticipé. Bon, très bien. Mais c'est des tâtonnements. On essaie, ça ne marche pas. On tue le guide suprême en pensant ébranler le régime, ça ne marche pas. Voilà. Aujourd'hui, les Américains se sont un peu repositionnés après avoir tenté la brutalité à travers des bombardements incessants. Voilà. Ils sont en train d'essayer de nouvelles pistes. N'est-ce pas cela l'art de la guerre à la Machiavel ou à la Clausewitz ? Tout le monde se tombe à bras raccourcis sur les Américains en disant « Mon Dieu, que vous êtes nuls, que vous êtes mauvais, vous avez si mal anticipé ». La réalité, c'est que c'est quand même difficile de prévoir une guerre au jour près en sachant ce qu'on fera le 23e jour, le 28e jour. Voilà, ils sont en train de repositionner leur guerre face à l'Iran et ça peut s'entendre, ça ou pas ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'ici, sur ce plateau et ailleurs, on assiste quelquefois à une jubilation des commentateurs, éditorialistes ou autres consultants sur l'échec potentiel des États-Unis. Mais ils se trompent complètement d'ennemis. Si je puis me permettre. L'ennemi, c'est l'Iran. C'est le régime totalitaire de l'Iran. C'est là que c'est risqué. Le deuxième point, c'est que, comme je l'ai déjà dit ici, Trump, il veut pas la guerre. Trump, il veut la victoire. Et avec un blocus comme ça, il aura la victoire sans avoir la guerre. Parce qu'il n'y a pas un coup de feu. C'est le plus efficace. C'est ce qui est le plus efficace. Le problème, c'est qui va arriver à tenir le plus longtemps. Parce que avec les Chinois, les échanges, c'est du troc en fait. C'est dollars contre produits chinois, puisque c'est en yuan. Donc il y a quand même une contrainte là-dessus. Et le deuxième point, c'est que de l'autre côté, il y a les pays à côté qui souffrent, notamment l'Europe, notamment les pays d'Asie du Sud-Est. N'oubliez pas la Russie, général. Voilà. La Russie continue de faire du commerce avec l'Iran. Qui vont faire pression pour que ça sorte. Parce que le cessez-le-feu, il est toujours en cours. Bien sûr. Il n'est pas interrompu, le cessez-le-feu. La caractéristique d'un cessez-le-feu, c'est qu'il est fait pour être violé, et surtout pas interrompu. Donc on est en plein dedans. Est-ce qu'il y a un cessez-le-feu ? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a du temps ? La réponse est oui, avant qu'il s'arrête. Il pourra être reporté d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, la stratégie américaine est bonne. Et on peut dire que la stratégie de Trump est bonne. Je voulais juste introduire un élément de nuance, c'est que ça ne peut pas durer très longtemps en général. Vous avez parfaitement raison. Moi, je suis le premier à penser que les blocus économiques, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est ce qui fait renoncer l'Allemagne en 1918 d'ailleurs. Exactement. Au passage. Mais c'est efficace si ça dure. Or, il y a la semaine prochaine une rencontre entre Xi et le président américain. Les Chinois ont de la... En mai, pardon. 14 mai. Dans quelques semaines, en tout cas, ça se prépare. Pardon pour cette imprécision. Et la Chine a un peu de réserve. Elle a du temps. Elle doit avoir 1 mois et demi ou 2 mois de réserve, à peu de choses près, en ajoutant ce qui circule là, et ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais c'est pas une situation durable. Y compris d'ailleurs, dans le cadre de cette rencontre, les Chinois vont demander aux Américains de baisser la pression. Parce que pour eux, c'est une question de survie économique. Est-ce que, alors on va y revenir parce que Mehdi a travaillé précisément ce dossier, effectivement, c'était prévu dans l'émission, donc on va y revenir longtemps, mais il y avait l'aspect militaire qu'on a un petit peu survolé, pardonnez-moi Eric, et là on avait besoin de vous Bertrand Villemer pour nous aider à commenter les images parce que pour l'instant le blocus américain il tient. Mais bon, il est en place que depuis 2 jours. Est-ce que, effectivement, les navires vont rester comme ça et respecter ce blocus ou pas ? Si jamais ils ne le respectent pas, qu'est-ce qui les attend ? Comme par hasard, l'armée américaine a diffusé quelques images opportunément il y a quelques heures. Regardez, on les regarde ensemble. Ça, c'est dans le cas du blocus contre le Venezuela. Tout pétrolier, donc considéré comme illégal, est arraisonné par les Américains. Et donc là, on voit, donc ce sont les navettes américaines qui s'approchent. Et donc, il y a les Marines américains
qui débarquent soit par mer, soit à travers les hélicoptères. Et là, que se passe-t-il? Ils montent à bord. C'est un raisonnement classique avec des modes d'action qui sont assez connus. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas un coup de feu qui est tiré. Non. Là, tout se passe bien. Donc même s'ils ont arme au poing, on voit qu'ils vérifient partout le navire arme au poing, mais ça se passe bien. Mais le risque principal, le risque essentiel d'un navire de guerre, c'est d'être proche des côtes. Tant qu'il est au grand large, tout va bien. Là, ouais. C'est le cas, c'est pour ça qu'ils sont loin. Parce qu'ils ont des radars, parce qu'ils ont des avions de chasse qui montent, ils ont des avions de reconnaissance, ils ont des captations satellites. Et puis un bateau sur la mer, ça se voit très bien, parce qu'il y a une différence de température, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Mais plus ils se rapprochent des côtes, plus ils sont vulnérables. Donc ça veut dire, après, on voit qu'ils prennent possession du commandement du navire. Donc soit là, en l'occurrence, il a été immobilisé. Mais si on reste dans le détroit d'Ormuz, imaginons que les Américains décident de l'arraisonner. Ils le mettent où, ce bateau? Ils lui demandent de poser l'ancre. Ils lui demandent de se mettre à la fuite ou de poser l'ancre à tel ou tel endroit. Et on reste là dans tant que c'est pas fait, les soldats américains restent à bord. Et ça, puis, c'est assez ils peuvent facile. mettre même ce qu'on appelle un piquet, c'est-à-dire une dizaine d'Américains, de soldats américains sur le bateau, pendant qu'ils le mettent à l'ancre. D'accord. Ça, ils maîtrisent. Et l'essaim de drones dont parlait Nivine, est-ce que ça peut être un danger? Alors, les essaims de drones, il faut revenir au comité central du parti chinois. Je rappelle que Bertrand Wilmer on parle de drone, est un ancien pilote de chasse, chef d'état-major interarmé des forces françaises. D'ailleurs, je voulais vous dire, Pascal Perry, vous l'appelez général, vous. Il aime pas ça. C'est un ancien général. Il aime pas ça parce qu'il m'a dit un jour, ça fait longtemps que je suis revenu dans la vie civile. On va l'appeler Bertrand. On va l'appeler Bertrand. Voilà. Mon ami Bertrand. Ou Wilmer. Et alors pourquoi il faut remonter aux Chinois pour les essaims de drones? Parce que lors du Nouvel An chinois, qui est l'an du cheval, si ma mémoire est bonne, il y a un spectacle de drones. Savez-vous combien il y avait de drones en l'air? Non. 23 000. Oui. Et vous savez ce qu'ils ont fait avec ces drones? Des figures symboliques. Ils ont fait un immense globe terrestre de toutes les couleurs et ils l'ont fait tourner. Alors vous me direz, c'est des petits drones, il y a juste des petites lumières. Enfin, 23 000 quand même. Ça veut dire qu'ils sont passés maîtres dans l'art de coordonner les trajectoires de multiples drones. Alors, je ne doute pas que cette technologie puisse passer à l'Iran, parce que l'Iran aussi a réussi à se développer dans les drones grâce à l'embargo. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir certains types de matériel, donc ils ont fait des drones. Et les essaims de drones, c'est effectivement une solution pour pouvoir saturer, à condition que les drones arrivent vite et qu'ils aient un chemin court à faire. Parce que si les bateaux sont 150 nautiques au large, les drones, ils vont avoir le temps de les voir. Mais voilà. Non, mais juste un mot sur le succès de ce blocage d'Ormuz. Effectivement, mais s'il a fallu que les Américains en arrivent là pour que les négociations apparemment reprennent, et d'après ce que dit Trump et d'après ce que dit la Maison-Blanche, les choses s'améliorent, ça montre à quel point la première session de négociation la semaine dernière a été totalement impréparé, puisque vous aviez comme ça tout d'un coup Trump qui dit je vais détruire la civilisation iranienne, et puis tout d'un coup une demi-heure avant il dit non, finalement il y a des pourparlers possibles, ils arrivent à Islamabad, tout pète et ils sont obligés de mettre là. Donc quand on regarde sur 10 jours, moi ça me semble quand même assez erratique comme stratégie. Vance a très bien joué. Il a très bien joué. Vance, Ah ouais, il a très bien joué. Il est arrivé, il a vu que les conditions n'étaient pas acceptables, il est reparti, bing, blocus. Il a très bien joué. Oui, est-ce que ça peut durer longtemps? C'était la question qu'on se posait, parce que ça y est, les Iraniens sont en train de surenchérir. Si jamais ce blocus américain perdurait, eh bien, nous ferions en sorte de bloquer la mer Rouge, autrement dit, de bloquer le fameux détroit, l'autre détroit de l'autre côté, de Bab el-Mandeb. Donc là aussi, c'est un risque que prennent peut-être les Américains. Si ça continue, ça voudrait dire que les deux détroits pourraient être fermés en même temps. Isabelle Saporta, puis Didier Djadi. Isabelle, vous souhaitiez Alors, oui, non, mais plusieurs choses. D'abord, je voulais rebondir sur ce que disait Pascal tout à l'heure, sur le rapport à la Chine. Il y a une contre-enquête de la revue Grand Continent qui dit que c'est ce qu'ils ont marqué dans ce papier, qu'au fond, il y a beaucoup de navires chinois qui passent. En tout cas, quelques navires chinois qui passent. En tout cas,
en disant je suis chinois, j'ai le droit de passer. C'est-à-dire qu'ils franchissent... Ils franchissent, malgré le blocus de Donald Trump, qui franchissent le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exactement ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire que les États-Unis, là, ils commencent à avoir les chocottes. Il a été déplacé d'une fois le rendez-vous avec Xi Jinping. Il ne va pas le déplacer 2 fois. Parce que n'oublions pas que quand même, la Chine tient. C'est qui s'étranglera en premier. Depuis les tarifs douaniers, que Donald Trump n'a pas été capable de tenir quand même face à la Chine, elle continue avec les terres rares. Et le même chantage. C'est ça. Voilà. Donc on est toujours sur ce même chantage qui reste là et qui reste prégnant. Donc là, on était toujours sur la même chose. Est-ce que la Chine, au fond, n'a pas trouvé des subterfuges pour s'entendre avec les États-Unis sans que ça soit trop? Donc, est-ce qu'il sera si affaibli que ça, le régime iranien? J'en sais rien. Parce que hier, vous rappeliez, Magali, que s'il marchait vraiment bien, l'Iran perdrait 400 millions par jour. On est d'accord? Oui. Sauf que ça, c'est si ça marche à 100%. On entend avec Monsieur Perry que d'abord, ils ont 190 millions sur les mers et que par ailleurs, avec la Chine, tu sais quoi, les États-Unis en laissent passer de temps en temps. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est remarquable ce que fait Trump, mais on voit bien que là, il est bien embêté. À notre connaissance, les navires chinois qui passent, il n'y en a pas. Il y a eu un navire comorien, ils ont laissé passer... Ils disent qu'ils font semblant de ne pas être chinois et qu'ils disent je suis chinois et ça passe. Ça passe pas. Ça passe, enfin, à ma connaissance, ça passe pas. L'argument d'Isabelle, qu'on cite régulièrement, il est juste. La Chine a un monopole central dans l'économie du monde aujourd'hui, ce sont les métaux précieux. Ouais. Sans ces métaux précieux, il n'y a pas Alphabet, Meta, il y a Nvidia. C'est la fortune de ce qu'on appelle les 7 fantastiques à la bourse de New York. Ces entreprises qui font la richesse américaine et le contrôle de l'IA. Oui. Si demain, les Chinois disent, les copains, vous voulez pas que j'ai de pétrole? Très bien. Je vais fermer le robinet des terres rares. L'économie américaine en souffrira. Donc chacun se tient par la barbichette. Alors, c'est ce que je veux dire. Je voudrais qu'on commente ce qui se passe en direct. Mesdames, Messieurs, nous venons de l'apprendre il y a quelques secondes avec Magali. L'Iran menace, dans cette escalade, donc, suite au blocus de ce détroit d'Ormuz, de bloquer la mer Rouge. Vous voyez très bien la péninsule arabique. Au nord, là-haut, sur cette carte, c'est l'Iran. Au milieu, vous voyez la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman, etc. Et en bas, le détroit de Bab el-Mandeb qui ouvre sur la mer Rouge, qui ouvre elle-même sur le canal de Suez. Et là, il y a les Houthis qui sont les fameux alliés, le proxy des Iraniens qui sont tout près de ce détroit de Bab el-Mandeb, qui serait un outil de transmission très utile si les Iraniens décidaient de bloquer cette mer Rouge. Et là, apparemment, c'est la menace qu'à l'instant, il y a quelques secondes, vous avez bien compris, les gardiens de la Révolution viennent de poser sur la table. Et Houthis menaçaient déjà hier, mais de façon très informelle. Là, c'est le régime iranien qui le fait officiellement. Vous continuez comme ça, vous les Américains. Nous, on a un autre levier, c'est celui-ci. Oui, c'est l'autre canal, évidemment, l'autre détroit, très important de la région. Et effectivement, Téhéran n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pour dire aux Houthis du Yémen, allez, vous bloquez. Sauf qu'il y a une différence, c'est qu'en ce moment, vous avez la marine, notamment française, qui assure la sécurité autour de ce détroit de Bab el-Mandeb avec l'opération Aspides, où vous avez des navires qui escortent les pétroliers, etc. Donc là, si ça bloque, ça veut dire qu'on est en première ligne pour éventuellement tenter la réouverture de ce détroit qui est extrêmement peu large. Donc c'est une vraie menace qui peut avoir un impact, et Pascal, je parle sous votre contrôle, encore plus grave sur l'économie mondiale. Si les deux détroits sont bloqués, on est mal. Didier Idjadi, donc est-ce que les Iraniens que vous connaissez bien ont les moyens de mener le blocage de ce deuxième détroit ? D'abord, les responsables du régime, ils sont très très en colère concernant le blocus envisagé et pratiqué par les Américains, car ils n'attendaient pas ce type donc de démarche et de réactivité donc américaine là. Et d'autre part, ils disent si nous on maintient notre détroit d'Ormuz, comme ça a été évoqué, on va gagner par an 90 milliards. Et donc c'est une surestimation totale, car effectivement ce ne sera pas uniquement l'Iran qui va bénéficier, mais dans sa
sa vision, effectivement, il l'a partagée avec Oman également, car les deux pays se trouvent sur le chemin. Les 90 milliards, c'est-à-dire s'ils avaient fait un péage, vous voulez dire? Le péage concernant chaque bateau 2 millions et multiplié par... Alors, vous êtes en train de dire, là c'est très intéressant, stop, je vous arrête, on fait une pause. Vous êtes en train de dire que les Iraniens étaient très heureux de la perspective de pouvoir mettre en place ce péage de 2 millions de dollars par supertanker qui passait le détroit d'Ormuz, voilà, et que là, ils sont très très déçus de voir que les Américains avaient installé une autre règle qui était celle du blocus des bateaux qui vont faire du commerce pétrolier dans les ports iraniens. Très bien. Et ce qui est fou, c'est qu'on sent qu'ils sont encore plus énervés par ça, ce qui leur arrive là maintenant depuis 24 heures, que par la mort d'Ali Khamenei, du guide suprême, par exemple. On a l'impression que ça les rend encore plus fébriles. J'exagère ou... Oui, c'est exact ce que vous dites là. Et car n'oublions pas également, il y a eu tout un ensemble d'informations publiées par certaines presses iraniennes en disant qu'effectivement, vous demandez effectivement le passage à chaque bateau, donc 2 millions, tandis que le coût, le tarif de canal de Suez, c'est par bateau, c'est 500 000 et non pas 2 millions. Le quart. Et donc, en plus, canal de Suez, c'est entretenu, c'est réparé par le pouvoir égyptien. Tandis que donc le détroit d'Ormuz, il n'y a aucun travail, effectivement, de la part donc du régime iranien là. Et donc, mais le régime iranien qui avait calculé cela, car effectivement, aujourd'hui, n'oublions pas, 60 milliards de dollars, eh bien, c'est à partir donc du Golfe Persique. Donc aujourd'hui, cela est menacé. Et quand vous voyez effectivement cela sur les conséquences sur le marché en Iran, à la fois l'inflation, mais également d'autres activités, que ce soit alimentaire, médicale, industrielle. Vous pensez que ça, si c'est mené à son terme, ce blocus, ça peut vraiment ébranler, voire faire tomber le régime? Ça va faire mal, véritablement mal. Et le régime iranien aujourd'hui a beaucoup de dégâts qui ont été créés par des frappes, mais également les salaires, donc des assassins, etc. Et Pascal, je reviens, pardonnez-moi, sur cette information. Si jamais, sur ce détroit de Bab el-Mandeb, donc sur l'accès à la mer Rouge, ça pourrait nous entraîner effectivement, peut-être, potentiellement, dans le conflit. Économiquement, 75% des exportations européennes passent par ici. C'est la route qui conduit à l'Europe. Si on remet la carte, cette porte, ça s'appelle la porte des lamentations. La porte des lamentations. Et donc ça porte très bien son nom parce que en effet c'est une région dangereuse aujourd'hui. Ça remonte à Méditerranée. Donc vous êtes à 2 jours de navigation du port de Marseille. On a déjà été confronté à cette problématique. Il faut faire le tour de l'Afrique. Donc vous imaginez que les vraquiers, les pétroliers, le tour de l'Afrique pour revenir de l'autre côté, soit retrouver Gibraltar pour retrouver la Méditerranée, soit remonter un petit peu plus haut. C'est quand même, de mémoire, j'ai plus le chiffre, mais une dizaine de jours de navigation. 15 jours, je crois. Par le cap de Bonne-Espérance. 15 jours de navigation en plus, et au prix du carburant lourd aujourd'hui, je vous parle même pas des dégâts environnementaux, parce que ce sont des machines qui fonctionnent au fioul lourd, mais c'est un coût supplémentaire, et donc là, vous avez, l'Europe, c'est la première victime, pour dire les choses simplement. Donc imaginons, là, il pourrait y avoir un nouveau tournant dans cette guerre. Oui, Bertrand Wimmer. Alors bon, c'est quelque chose qui était prévisible depuis le premier jour. Ici et ailleurs, on disait tous, attention, il y a les Houthis et il y a un autre détroit. Ouais. Pour l'Iran, non. Pour l'Iran, ça ne change rien s'ils bloquent ce détroit. Oui, c'est leur problème. Donc c'est facile à faire, c'est ce que vous dites. Ah non, ce que je dis, c'est que pour l'Iran, le fait de bloquer ce détroit ne changera pas la situation économique de l'Iran. Voilà, ils peuvent c'est important quand même. Rien à faire. Ça nous menace nous, mais pas eux. Ça nous menace nous, oui. Donc, et puis le troisième point, c'est que on n'est pas du tout dans la même configuration au niveau européen de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils vont faire un barrage filtrant de deux côtés. Chose qu'est-ce qu'ils ont fait en Hormuz. Pas sûr que les Européens soient d'accord pour surveiller ce détroit, mais en revanche, la France et les autres pays européens ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour être dans cette opération. 15% du trafic qui vient en Europe, les dirigeants européens vont pas. Les Américains feraient un barrage filtrant parce que là le sujet c'est pas du tout le même, c'est pas empêcher des bateaux d'entrer, c'est au contraire libérer. Ils contrôlent la situation. Ils ont déjà des Américains. Ils font un barrage, ils contrôlent la situation. C'est nous qui décidons. Oui, mais enfin les Houthis
sont en amont. Donc la solution serait pas de bombarder. Enfin, ils l'ont déjà fait. Mais ça a été déjà fait à plusieurs reprises. Bombarder, bien Alors sûr. Après, les Houthis, c'est pas les Iraniens. Hein, bon, en tout cas, en matière de menaces militaires. Ce qu'on voit, c'est ce que vous disiez, Pascal, tout à l'heure, c'est que les Iraniens auraient le temps de mettre à l'œuvre leurs menaces parce qu'ils ont de quoi voir venir. Peut-être qu'ils peuvent supporter ce blocus américain dans le détroit d'Ormuz pendant peut-être 3 mois. C'est en tout cas ce que disent les médias américains. Et là, Nivi nous a rejoint pour nous expliquer en détail. Ils ont su anticiper, les Iraniens. Exactement, parce que les Iraniens, ils se doutaient bien que les Américains allaient forcément bloquer à un moment ou un autre le détroit d'Ormuz. Résultat, ces dernières semaines, ils ont multiplié leurs exportations, devançant ainsi l'estime que 190 millions de barils. 190 millions de barils, c'est l'équivalent de localisé par l'entreprise Kepler. C'est une société qui cartographie en temps réel les flux de pétrole et on sait exactement où ils sont. Ces 180 millions de barils, ils se trouvent au large de Singapour. Plus précisément, 50 millions de barils de pétrole iranien se trouvent à l'ouest de l'île, 140 millions à l'est de Singapour. La majeure partie de cette cargaison, elle est évidemment destinée à la Chine. Valeur marchande, 15 milliards de dollars. Je répète le chiffre, 15 milliards de dollars. Pas encore payé par la Chine, qui devra probablement passer à la caisse dans les toutes prochaines semaines. 15 milliards de dollars, c'est de quoi financer la production stockée en mer. L'Iran a aussi généré ses derrière grâce à l'exportation de son pétrole, et ce depuis le début de la guerre. Pour l'heure, vous l'avez compris, Téhéran parvient à s'en sortir, à de quoi tenir encore quasiment 3 mois. Oui, mais on imagine il y a quand même des conséquences concrètes avec la mise en place du blocus. Durer éternellement depuis l'instauration du blocus américain de dollars. Si le blocage d'Ormuz perdure, financière dans les mois à venir, surtout qu'à cause des frappes récentes, la production de pétrole iranienne, elle a diminué de 20%. Les recettes d'exportation hors pétrole, toutes celles qui passent par les voies routières, elles aussi évidemment, elles ont diminué parce que la situation est très instable dans le pays. Bref, des deux côtés, le temps presse. La question maintenant est de savoir qui va craquer en premier, sachant que l'Iran, encore une fois, a de quoi tenir 3 mois environ. C'est la question qu'on posait tout à l'heure, effectivement. Merci Nivine. Qui peut craquer le premier? Effectivement, les 3 mois pour tenir du côté iranien, ça vous paraît crédible? Oui, tout à fait. Vous ajoutez un 1,8 million de barils jour non déclarés, il y a ce qui est connu, il y a ce qui n'est pas connu, et ce qui passe en dehors de la douane. Et donc, vous avez quand même, pour la Chine, du grain à moudre. C'est-à-dire que la Chine sait acheter du temps. Alors, ça me renvoie à la question des observateurs internationaux qui regardent s'ils sont honnêtes sur le nucléaire, militaire par exemple, s'ils n'enrichissent pas d'uranium. Là, en réalité, on se rend compte avec cette guerre que toutes les sanctions imposées par les millions de barils par jour non déclarés qui quittent l'Iran en cachette depuis des années, mon Dieu, mais on a l'air de quoi? Ça devrait se voir. C'est ce que vous dites. Oui, ça devrait se voir, et c'est toléré. Ça a été pendant très longtemps une tolérance, en effet. Mais alors, qui peut tenir le plus longtemps? Une fois encore, chacun tient l'autre dans cette affaire. On est de côté. Nous, les Européens, on est de côté, malheureusement. Mais qui sont les grands acteurs? Alors, il y a un grand acteur dans la région qui s'appelle Israël, qui a des intérêts aujourd'hui divergents des intérêts américains. Mais imaginons qu'il y a un face-à-face entre les États-Unis et la Chine, une espèce de bras de fer pour régler le problème. Au détriment, je le regrette, au détriment, à mon avis, des intérêts des Iraniens eux-mêmes, du peuple iranien. Mais les Chinois ont quelque chose qui, leur économie est en difficulté, représente, gardons ça en tête en permanence, 90% de la capacité de raffinage du tantal, du béridium, du germanium, du lithium, etc. Tous ces produits. C'est des noms de terre. Le germanium, je ne sais pas. Il faut regarder le tableau de Mendeleïev. Oui, je m'en souviens, je l'avais appris par cœur. On avait pris option science, nous aussi. On avait pris option science. De l'économie. J'ai laissé tomber rapidement. J'ai laissé tomber. Moi aussi. 90% de la capacité de raffinage, c'est eux. Et les Américains ont d'autres choses dont les Chinois ont besoin. Donc tout ça doit produire une pression sur l'un comme sur l'autre, mais plutôt sur Trump. Juste Donald Trump, Grégory, a 100 jours devant lui.
Imaginons donc 100 jours, 3 mois, fin mai. Ça ferait faute du vote. Moi, j'y crois pas. Il faut le vote du Congrès. On est à 47 jours de guerre et normalement, il y a un vote du Congrès à 60 jours. Donc, avant les élections du mandat, oui. Et puis l'autre étape de calendrier, c'est évidemment le 3 novembre. C'est dans 202 jours, les élections de mi-mandat. Donc, ça se rapproche. Donc, il peut pas se les permettre, ces 100 jours. Compliqué. Il y a un point important quand même. Parce qu'il y a un régime qui est une démocratie. Et c'est le seul. La Chine n'est pas une démocratie, l'Iran non plus. Vous êtes obligé de prendre en compte l'opinion publique. Vous êtes obligé de prendre en compte l'opinion publique. La démocratie est faible. Dans ce bras de fer, la démocratie est faible. Évidemment. Si on essayait l'inflation va monter, le pétrole va monter. Si on essayait la dictature, histoire de... Je constate. Non, monsieur Brunet. Non, mais c'est là où... On vous laisse vos propos, comme on dit à Singapour, une dictature bienveillante. Vous voyez, pas méchante. Pas une méchante dictature qui tue les gens. Une dictature bienveillante, Isabelle. Ça court les rues. Et puis après, vous allez avoir monsieur Perry qui va vous dire que quand même pour l'électrification, cette dictature chinoise... C'est bien. Non, mais là, vous allez avoir... C'est bien. Non, mais là, Vous savez que, pardon, je vous passe le micro tout de suite, ce débat, il est magnifique, parce que beaucoup de Français, je pense, en ce moment, se disent le pays n'est pas tenu sur les questions régaliennes, etc. Ce qu'il nous faudrait en France, vous l'avez entendu 100 fois. 30% veulent un militaire. Voilà, 30% veulent un militaire. C'est une dictature, c'est le concept du prince éclairé, le concept de la dictature bienveillante. Voilà, il faudrait peut-être explorer ça, nous. Est-ce que trop de démocratie ne tue pas la démocratie? Ça, c'est un chouette débat qu'il faudrait qu'on ait. Le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. D'accord, ça c'est ça. En attendant, trop d'inflation va tuer notre mode de vie. Exactement. Parce que là, ils jouent à se faire peur. Pas plus mal. Non, mais ils jouent à se faire peur. Ils jouent à se faire peur en nous montrant des délais. Ils sont bien sympathiques, les Iraniens et les Américains, mais ils sont en train de montrer des délais qui sont intenables pour le monde. Intenables, ni pour la Chine, ni pour le Pakistan. Excusez-moi du peu, le Pakistan qui accueille les négociations et qui est, on va dire, assez proche quand même de l'Iran. D'ailleurs, ça a été une concession. Vous voulez dire que... Attendez, parce que là, je pense à nos téléspectateurs, 100 jours pour ruiner l'Iran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Iraniens... Au bout de 100 jours, ils n'auront plus d'argent. Voilà, ils n'auront plus d'argent, ils n'auront plus de pétrole qu'ils pourront vendre. Et ils seront obligés de craquer dans les négociations. Tout le monde nous explique qu'il va y avoir un accord dans 8 jours. Non mais voilà, c'est pour ça que là, on a des délais qui sont annoncés, chacun montre les muscles, donc les négociations peuvent être longues. Mais quand vous regardez, on en parlera tout à l'heure, je crois, quand vous regardez que déjà, avec les cours actuels et les projections actuelles, le prix du carburant ne reviendra pas à la normale avant 2027. On en a pour minimum un an et demi. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Non, donc ça, c'est l'hypothèse très optimiste. C'est l'hypothèse des négociations. Et on a nos cours de l'essence. Donc on a une présidentielle qui vont pas redescendre avant 2027. On a une présidentielle en crise économique. C'est déjà acté. Donc personne ne peut tenir. Une dernière information. Le cessez-le-feu devait prendre fin dans pile une semaine. Le 21. Sauf qu'a priori, 21 avril. A priori. Oui, sur ces histoires de calendrier, en début d'émission, je vous disais, selon l'agence de presse américaine AP, citant des officiels américains, les Iraniens et les Américains ont trouvé un accord de principe pour reporter la date de l'ultimatum. Donc Trump avait fixé 2 semaines. Il semble que cet ultimatum sera de plus longue durée, donc au-delà du 21 avril. Est-ce qu'on est toujours en guerre? Est-ce qu'on est toujours en guerre là? Parce que je regardais ce matin, moi j'y connais rien, la bourse m'enchante pas tellement, mais les valeurs... Non, d'ailleurs, donc en gros, les marchés nous disent, la guerre c'est fini, chouette, on s'amuse, on réinvestit dans des valeurs, et hop, c'est reparti à la hausse tout ça. On appelle les futurs, c'est les achats à terme. On achète pour l'avenir, sont plutôt bien orientés. Donc, il y a ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a les mouvements aujourd'hui à la bourse, et vous avez raison. Anticipation, les futurs, ça vous dit quoi? Ça vous parle des anticipations de la communauté financière qui se dit la guerre ne va pas s'éterniser. Pas nous, mais à la bourse, tout le monde a lu le rapport du FMI. Si le conflit devait s'éterniser, le baril passerait à $125. Le prix du gaz aurait augmenté de 200%. Eric, 200%. Ça veut dire quoi sur notre industrie? Prolongé. On le voit. Oui. Est-ce que ça veut dire que les deux parties laissent leur chance aux négociations? Mais bien sûr. Mais encore une fois, l'anecdote,
pour les négociations sur la guerre du Vietnam à Paris, ils ont mis 15 jours pour se mettre d'accord sur la forme de la table. Ils n'étaient pas d'accord sur la forme de la table. Donc ils ont finalement, au bout de 15 jours, ils ont trouvé que la meilleure forme, c'était une table ronde. Bon, les amis, deux choses à vous dire, et là vous êtes dans l'obligation de rester avec nous. D'abord, Donald Trump a un peu tapé du poing sur l'Iran. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que les Chinois vont l'écouter? Première source d'information sur laquelle on va débattre. Et la deuxième chose, c'est ces images incroyables qu'on va vous montrer. Figurez-vous qui ont été montrées par la télévision américaine, où les Iraniens sont en train tranquillement, discrètement, dans des montagnes un peu désertiques, de déterrer des lanceurs de missiles qui étaient enterrés. Déterrés tranquillement, pépère. Des lanceurs de missiles qui avaient été enterrés soit par des bombardements, soit tout simplement pour les cacher. C'est absolument dingue, ces images sur LCI dans une poignée de secondes. Je suis bon pour les teasings. Non, et puis c'est vrai que peut-être qu'à quand je serai à la retraite, ils m'embaucheront juste pour faire les teasings. C'est possible. Mais jamais c'est un travail à temps partiel. C'est un temps partiel, mais c'est un bon boulot. C'est un bon boulot. Mesdames, messieurs, à tout à l'heure, à tout de suite sur LCI. Mesdames, messieurs, il est 13h13, je vous l'ai dit 100 fois, une bonne idée pendant la pub. Voilà, ça veut dire qu'on est dans le vrai et qu'on est dans le dur. Pilote de chasse, ancien chef d'état-major interarmé des forces françaises, nous sommes avec Renaud Pila, nous sommes avec Isabelle Saporta, nous sommes avec Richard Verly qui vient de nous rejoindre, nous sommes avec Didier Idjadi et le grand gourou du service international de LCI, Grégory Phillips. C'est la classe, ça. C'est absolument fou ce qui se passe au niveau des armes, parce qui est loin d'être fini quand même en Iran. Effectivement, c'est CNN qui révèle des images satellites où on voit que l'Iran profite du cessez-le-feu pour essayer de récupérer un peu et de reconstituer surtout ses forces. Regardez, nous sommes sur un site, finalement, sur ces images, eh bien, c'est qu'il y a des pelleteuses et des camions qui sont sur site. Pourquoi ? Pour creuser les tonnes de roches pour récupérer des frappes américaines, mais les lanceurs étaient bien enfouis. Apparemment, ils sont intacts et ils peuvent être récupérés par le régime iranien. Les images qu'on voit là. Et à Tabriz, c'est un site de missiles qui a été frappé pendant la campagne de frappe lourde, vous le savez, il y a une dizaine de jours maintenant. Alors quand on voit la version avec la route, c'était avant, bien sûr, ça c'est avant. Ouais. Puis après, ça c'est après. Mais alors vous avez les pelleteuses qui sont à l'œuvre. Ce sont des pelleteuses. Et qui en fait dégagent les tonnes de gravats qu'ont généré les frappes pour pouvoir arriver sur leur déboucher les entrées de voilà, déboucher les entrées pour pouvoir récupérer les lanceurs de missiles parce qu'a priori, d'accord, intact. Oui, c'est ce que disait. La menace iranienne reste très impressionnante. C'est ce qu'on dit il y a 15 jours, les Israéliens. Ils ont dit on a neutralisé plusieurs centaines de lanceurs de missiles, mais neutraliser, ça ne veut pas dire détruit. Neutraliser, ça veut dire aussi, en partie, certains sont enfouis et intacts, mais inaccessibles pour l'instant. Ben voilà. Il y a un point important, c'est que quand un missile part, avec les moyens de renseignement américains, ils savent d'où il part. Ils savent d'où il part. Avec les satellites Keyhole, avec des éléments de surveillance, avec une signature thermique qui est caractéristique du missile. C'est-à-dire qu'avec cette signature thermique, les gens qui font le renseignement, ils savent quel type de missile est utilisé. Et donc, ils savent d'où il part. Donc, quelle est la parade pour les Iraniens ? Eh bien, ils enterrent les rampes de lancement, les missiles, ils les amènent après. Et puis, les Américains, ils disent, ça a été tiré à partir de là. Ils frappent à cet endroit-là, mais il n'y a plus rien. Parce qu'ils le déterrent, ils le mettent ailleurs. Voilà. En fait, l'objectif, c'est de ne pas fiabiliser un point de tir. Il faut que les missiles puissent partir de n'importe où. Et bien, ce système apporte un remède. Donc ça veut dire que les capacités de l'Iran, évidemment, ne sont pas intactes, mais qu'elles restent extrêmement nuisibles. S'ils ont la moitié de leurs lanceurs encore intacts, ça veut dire que si jamais le cessez-le-feu était rompu, si jamais la guerre reprenait, ils ont encore de quoi lancer leurs missiles sur Israël et sur les pays du Golfe, éventuellement sur l'armada américaine. Et Richard Kane, je me réfère bien à ce qu'il a dit, puisqu'il était à peu près rigoureux. Le chef d'état-major. Alors Dan Kane. Dan Kane. Ouais, voilà. Dan Kane. Il a précisé que 90% des missiles balistiques iraniens étaient détruits. Ça veut dire qu'il en reste 10%. Avec 10%, ça fait pas mal. Surtout si c'est 10% de 500 ou 10% de 5000. On ne sait pas trop. Mais 10%, en termes de missiles balistiques, c'est une capacité de frappe qui est assez importante. Ça, c'est absolument... Non, mais vous imaginez, c'est pour ça que nous commentons des éléments de l'actualité militaire, de la guerre.
Mais effectivement, on est parfois dans le flou, Grégory Philippe. Voilà, 10% de quoi? 20% de quoi? 50% de quoi? Peut-être que l'Iran a aujourd'hui, la République islamique, des dizaines ou des centaines de lanceurs de missiles qui sont cachés, entreposés, enterrés, mais en état de fonctionner. Non mais on commence les images satellites, de comparer le avant-après, etc. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit d'abord que les Iraniens s'étaient minutieusement préparés à cette guerre. Enfin, on l'a dit et on le répète ici, ils avaient des sites souterrains. Regardez les images qu'on voit, tout est enterré parce qu'ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, ils se feraient taper ces sites par l'aviation israélienne et américaine. Donc ils étaient préparés, ils avaient prévu le coup. Et ça dit aussi qu'ils profitent du cessez-le-feu, et ça, c'est assez incroyable de le constater, pour rebâtir, vite fait aller déterrer des sites qui ont été plus longtemps. Chaque camp, évidemment, prépare ses armes pour une éventuelle deuxième phase de la guerre. Après tout, c'est de bonne guerre de se préparer à la suite. Est-ce qu'on va leur livrer, est-ce que les Chinois sont en mesure, ou les Russes, par la mer Caspienne, de leur livrer de nouvelles armes pour les réapprovisionner en armement pendant cette pause, pendant ce cessez-le-feu? Vous avez vu que Trump a demandé à Xi Jinping de ne plus le faire. Voilà. À l'instant, c'était il y a quelques minutes, Donald Trump qui a accordé une interview à Fox Business, je crois plus précisément. Ouais. Et regardez ce qu'il dit. Il affirme avoir eu le président chinois et il lui a demandé instamment, effectivement, à ce que la Chine ne livre pas d'armes, n'arme pas Téhéran, n'arme pas l'Iran. Donc c'était il y a quelques minutes Donald Trump qui fait cette demande officielle et publique. Alors qu'on se souvient, il y a encore 24 heures, Xi Jinping qui s'exprime et qui affirme qu'il n'y a pas d'armement de l'Iran qui tienne, et ce sont ses mots à lui, évidemment, officiellement, et qu'il va continuer à travailler avec son partenaire. Mais Magali, comme vous le dites, c'est public. Ce qu'il y a d'impressionnant, ce qu'on disait depuis des semaines avec des articles de renseignement, que la Chine arme l'Iran. Et donc la confirmation officielle vient de Trump, qui dit maintenant vous allez arrêter d'armer l'Iran. Donc on a cette confirmation officielle, et effectivement le fait que ça soit en général, ça passe par des canaux. Si la Chine continue à aider l'Iran militairement, c'est une guerre qui peut être sans fin. Quel aveu de faiblesse, Renaud. Enfin, c'est ahurissant quand même. C'est-à-dire qu'au fond là, tout est mis au jour de ce qu'on savait déjà. C'est qu'on avait déjà eu le papier du New York Times qui disait qu'il y avait eu des livraisons effectivement de missiles qu'on pouvait armer à l'épaule. On avait déjà toutes ces questions depuis les années 80-90, il y a de toute façon des échanges. Ce matin, le papier du FT qui parle de ce satellite espion chinois. Le satellite espion chinois. Les années 80-90. 80-90, ils armaient aussi bien l'Irak que l'Iran. Puis après, ils ont aidé en fait l'industrie, iranienne à se construire. Et là, ils disent non, mais nous maintenant, on donne plus que des trucs pour les drones, un tout petit peu d'aide satellitaire. Or, le papier effectivement du FT révèle. Financial Times du FT. Enfin, franchement, vous parlez au français, le FT. Déjà, moi, tellement instruit, j'ignore ce que c'est que le FT. Alors, franchement. Jeu de dupes où chacun fait semblant. Donc, Trump fait semblant de dire je vous mettrai 50. Grégory a raison là-dessus, c'est que la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est le rendez-vous mi-mai avec Xi Jinping. Il ne peut pas, deuxième fois. Je pense qu'il faut prendre en compte un partenaire qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la Russie. Le missile à détruire le F-15. C'est un missile russe qui s'appelle Verba, qui a été fabriqué, qui avait été créé il y a une dizaine d'années, donc c'est quelque chose de récent. Et c'est un missile infrarouge sur le point de chaleur. Le F-15, il a des gros moteurs, donc ça chauffe bien. Et puis, il a ce qu'il appelle une fusée de proximité, arrivée criblée de billes. C'est qu'ils ont été accrochés par un missile, mais que la fusée de proximité s'est détachée un petit peu trop. Bon, et donc ça, c'est peut-être au départ des technologies chinoises, mais c'est le provisionnement russe. Alors, avec une image à vous montrer, parce qu'on savait que Sergueï Lavrov était en Chine depuis hier, une visite qui durait 2 jours. Et qui a-t-il rencontré ce matin? Regardez à gauche, si vous le reconnaissez, le ministre russe des Affaires étrangères. Et donc au centre de l'écran, c'est le président Xi Jinping. Une rencontre pas très favorable pour raconter des blagounettes. Ils sont à 25 mètres l'un de l'autre. Moins que la table face à Macron. Il n'y a pas le Covid. Il n'y a pas le Covid. Vous l'avez bien compris, dans cette guerre au Moyen-Orient, on y revient dans un instant. On reviendra aussi sur le détroit d'Ormuz, puisque Donald Trump affirme que son blocus fonctionne. Et effectivement, Ingrid Potros a étudié les cartes. Les navires qui s'approchaient hier de l'Armada ont fait demi-tour. Il faut dire que les hommes placés au Moyen-Orient par les États-Unis, ce dispositif est
colossal. Nous avons les chiffres désormais. On vous les communique dans un instant. Ouais. À tout de suite. On parlera aussi de la Corée du Nord, mesdames, messieurs. L'AIEA prévient, attention, ils sont en train de fabriquer des bombes. Mesdames et messieurs, vous voulez savoir qui est l'invité, qui sont les invités de Brunet sans filtre aujourd'hui? C'est un droit acquis de haute lutte. Vous avez ce droit et par conséquent, je vais vous faire les présents. Alors attention, l'heure c'est l'heure. Quand on a dit qu'à 13h42, on allait parler de tel thème, eh bien on parle de tel thème à 13h42. Voilà, ça ne dérape pas. Et c'est un métier. Et c'est un métier. Didier Djadi est là, c'est aussi un métier. Il est sociologue, universitaire, réfugié politique iranien. Bertrand Villemer, ancien chef d'état-major interarmé. No Pila, journaliste et éditorialiste à LCI. Isabelle Saporta, journaliste et éditorialiste à LCI et à RTL. Nous sommes également avec Magali Barthez, journaliste au service international de LCI. Mesdames et messieurs, les présentations sont faites. Deux choses que je voulais. Nous avons découvert, et j'ai oublié Richard Verly, me dit l'oreillette. Mais non. Mon vieux Richard. Enfin, mais quelle faute de goût d'avoir oublié. Discrétion suisse, tout ça. Éditorialiste international et correspondant pour la France et pour l'Europe du média suisse Blick. Immense éditorialiste international. Oui. Voilà, donc finalement, mieux vaut avoir été oublié. Dans la guerre en Iran, les guerres continuent. Nous avons appris aujourd'hui, il faudra en dire un mot, que l'Ukraine a remporté une petite bataille contre la Russie, a gagné du terrain avec se sont rendus à des hommes et à des robots. Ça en dit long sur la façon dont stratégiquement, tactiquement et en matière d'armement, l'Ukraine a évolué depuis 4 ans de guerre. Elle montre aujourd'hui, elle ouvre la voie à la guerre moderne pour les Européens, pour les armées européennes, qui ne sont pas dupes d'ailleurs, qui regardent de très très près ce qui se passe du côté de la capacité de l'Ukraine à, encore une fois, répondre de façon moderne à cette guerre. Très intéressant. Premier fait que je porte à votre connaissance. Deuxième chose, eh bien, nous avons appris de la part du gendarme mondial du nucléaire, l'AIEA, que la Corée du Nord était en train de hausser son niveau de jeu en matière de missiles nucléaires. Ils sont en train, en gros, a dit l'AIEA, de fabriquer des bombes atomiques, d'en fabriquer davantage. Ensuite, l'actualité, c'est Donald Trump, parce qu'il y a du tout nouveau avec Donald Trump, Magali. Qui vient d'accorder une interview à la chaîne de télévision. Écoutez le président américain qui parle de son blocus actuellement en cours au Moyen-Orient. Eh bien, c'est parce que ce blocus, il a été obligé de le faire, c'est qu'il a dû changer de stratégie. Donc, il laisse entendre que ce qu'il faisait avant, c'est un échec, ça ne marchait pas. Écoutez. J'ai dû changer de stratégie, sinon l'Iran aurait aujourd'hui l'arme nucléaire. Et s'ils en avaient une, vous appelleriez tout le monde monsieur. Et vous ne voulez pas en arriver là. Vous n'arrêtez pas de dire « était ». Cette guerre est-elle terminée ? Je pense qu'elle est presque terminée, oui. Je la considère même comme très proche de la fin. Alors, il va falloir retraduire. On la découvre tous ensemble. Pour vous dire, c'était il y a quelques minutes. Genre, on appellerait tout le monde monsieur. Ça veut dire peut-être qu'on devait respecter tous les ennemis. L'Iran aurait peut-être gagné. Enfin, on va essayer d'en savoir davantage. Mais ce qu'il est en train de dire, j'ai dû changer de stratégie. Ça veut dire que ça ne marchait pas jusqu'ici. C'était avant le début des frappes, ça n'a pas fonctionné. Après, il y a eu cette campagne de bombardement extrêmement massive pour décapiter le régime. Le régime n'est pas tombé. Et puis, il est revenu à la table des négociations avec J.D. Vance ce week-end et on a bien vu que là non plus, ça n'aboutissait pas. Donc, en fait, il en prend acte économique, en fait. Il change de terrain sur un terrain qu'il connaît mieux. En fait, c'est le terrain du business, de l'économie, et il fait le pari finalement qu'avec ce contre-blocus, ce blocus du blocus, il va pouvoir en fait étrangler économiquement l'Iran et pousser l'Iran à revenir à la table des négociations, mais en acceptant les exigences américaines. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, de dire j'ai dû changer de stratégie, c'est prendre acte quand même que, ce qu'il avait espéré au départ, c'est-à-dire l'anéantissement des forces militaires iraniennes, des capacités nucléaires, en fait, il a pas réussi à aller jusqu'au bout. Je vous trouve dans votre commentaire très mesuré. Et je souscris à ce que vous dites. Je ne sais pas, Richard Verly, que vous en pensez, mais on a beaucoup tensé Donald Trump, les Américains, pas de préparation, pas de stratégie, mais quels sont leurs buts de guerre ? Ils ont abandonné en cours de route leurs buts de guerre. Bon, c'est vrai qu'on a eu la dent très dure, peut-être le méritait-il, mais ça nous rappelle ça,
que la guerre, c'est ça, c'est qu'on tâtonne, on avance, toutes les guerres. On avance, ça marche pas, on fait demi-tour, on repart dans une autre direction. Peut-être que c'est simplement l'art de la guerre, que c'est pas si simple que ça, et qu'avec nos conclusions un peu hâtives, oh, regardez, rien n'est prévu, on a peut-être manqué de patience, et on a été peut-être un peu, on l'a jugé de façon un peu trop abrupte. C'est pas dire du bien de Trump que de dire que finalement la guerre, c'est un art assez aléatoire. Non, vous pensez pas ? Le problème, c'est quand même le mot stratégie. Qu'il ait changé d'approche, c'est une chose. Qu'il ait changé de tactique, mais qu'il ait changé de stratégie, ça pose quand même un sérieux problème. Parce qu'on est passé d'une stratégie de bombardement ciblé très important sur les infrastructures sécuritaires et militaires qui avait pour but de décapiter le régime iranien. Au fond, effectivement, il se montre pragmatique. J'entends ce que vous dites, Eric. Il se montre pragmatique. Quelque part, là, il est dans son rôle de chef des armées. Effectivement. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que l'idée selon laquelle le régime allait être décapité après les premières frappes, là, c'était quand même, ça ne s'est pas passé, c'était une véritable erreur d'anticipation. Donc ça, il oublie de le dire. Il y a eu un problème. Et le deuxième problème, c'est que si on change de stratégie, quelle est la nouvelle stratégie ? Il ne s'en est pas tout à fait expliqué. Il dit l'Iran n'aurait pas eu d'armes nucléaires, mais on n'a toujours pas compris, parce que ça dépend des jours, si l'objectif numéro 1, c'est la capitulation nucléaire, ce qu'il dit parfois, ou si l'objectif numéro 2, c'est la rouverture du détroit d'Ormuz, ce qu'il dit aussi parfois. Moi, je suis extrêmement rassuré par cette déclaration, parce que du coup, j'ai l'impression que Donald Trump a recollé un peu avec la réalité. Il y a eu vraiment, et il y a un excellent article dans un hebdomadaire américain, The Atlantic, qui explique cette nuit de lundi à mardi. Et aux États-Unis, cette nuit de lundi, ça a 11 poste sur son réseau social, notamment cette fameuse icône, image où il se prenait pour Christ le Sauveur, qu'il a dû supprimer devant la bronca, toutes les critiques du camp MAGA, de ses alliés de la droite religieuse. Il a dû supprimer et les critiques du pape, plus tous ces tweets. Il y a eu franchement, même dans la presse conservatrice américaine, une sorte de vertige en disant mais est-ce que Donald Trump n'est pas un peu est-ce qu'il a encore tous ses facultés? Ouais, est-ce qu'il n'a pas un peu décollé de la réalité? Là, je le trouve, pour le coup, faut avouer, à moitié pardonné, beaucoup de gens le pardonnent. Ça fait 6 semaines que tout ce qu'ils entreprenaient, mis à part casser, ne fonctionnait pas pour abattre le régime. Là, apparemment, effectivement, le blocus semble fonctionner et espérons que les négociations vont pouvoir reprendre. Didier Edjadi, il semble tenir là une première source d'espoir dans cette guerre, Donald Trump, c'est que frapper les mollahs au portefeuille, au pétrole portefeuille, ça semble les rendre très fébriles et paradoxalement Écoutez, pour répondre à votre question, dans un premier temps, je dirais que la stratégie du président américain, c'est une stratégie individuelle, et donc les 3 éléments qu'on vient d'évoquer, la négociation, les bombardements, le blocage, tout ça fait partie effectivement de sa stratégie, et qu'il ne faut pas écarter l'un de ces éléments-là. Il faut après-demain revenir à tel ou tel aspect de sa politique. Le premier point. Le deuxième point, on a sous-estimé la capacité du régime islamiste en Iran là, c'est-à-dire les experts, à la fois des Israéliens, mais également des Américains, mais également des Français autour de ces plateaux. Effectivement, à chaque fois, on disait, oui, le régime iranien a tel ou tel niveau donc de capacité de frappe. On n'a pas d'informations concernant les villes que le régime lui-même, il a annoncé, les villes souterraines, plus de 100 villes souterraines. Où sont les informations? On n'a pas des informations, et on a des informations comme quoi ils sont en train de réparer immédiatement après chaque frappe, etc. Deuxième élément. Troisième élément, je viens de recevoir, certainement vous l'avez également là, Grossi, Agence internationale du nucléaire, l'AIEA, la République islamique a un programme nucléaire très très vaste et ambitieux, donc la surveillance de tous les éléments exige la présence des inspecteurs de l'agence internationale, etc. Et ne pas oublier qu'effectivement ce programme
doit être absolument surveillée de près. Donc ça veut dire que la guerre des 12 jours et la frappe massive, les frappes massives israélo-américaines qui ont duré un mois, n'ont pas fini le travail. Donc le travail reste à faire. Oui, mais c'est ce qui se passait avant que Donald Trump quitte l'accord en 2018. Oui. Donc on revient. Donc finalement, une guerre peut-être pour rien. Le régime reste en place et. Mais à l'accord, 2015, il y a un accord ou pas d'accord, l'Iran a enrichi de l'uranium non-stop, en cachette. L'Iran, enfin les mollahs mentent toujours. Donc arrêtez de faire semblant de croire qu'avec l'accord ça allait mieux. Ça n'allait pas mieux. C'est pour ça qu'on les surveille en permanence. Évidemment qu'ils mentent. Pardonnez-moi. Mais par rapport à ce que vous dites là, 2015, au moment où le régime il était en train de signer, et il a signé, qu'est-ce qu'il faisait ? Il était en train de construire des villes souterraines, car ils ont dit depuis 40 ans, donc et de sites nucléaires nouveaux pour lesquels on a bien évidemment le régime a besoin de l'argent et cette dernière étape donc dans la politique américaine, le pétrole, bloquer le pétrole, de ne pas d'empêcher le régime iranien de recevoir effectivement de l'argent. N'oublions pas, le régime iranien annonce que une des conditions préalables à la reprise de la négociation, c'est d'avoir tout l'argent qui est bloqué au niveau international. Si jamais de l'argent pour le nucléaire, ils ont besoin d'argent pour le nucléaire. Pour réprimer le peuple. Donc il fallait commencer par ce blocus et non pas faire peut-être 6 semaines de frappe comme des sourds qui ont finalement pas forcément abîmé tant de choses. Ah ben voilà, formidable. Vous auriez dû conseiller Donald Trump. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. On vous appelle Clausewitz Machiavel. Alors vous êtes alors franchement. J'ai dû changer de stratégie. C'est l'aveu que vient de faire donc Donald Trump. Vous le savez, le président américain a mis en place un blocus dans le détroit d'Ormuz qui a été mis en place à partir de lundi dernier, 16 heures. Dans le même temps, les États-Unis préparent l'après. Si jamais ça ne fonctionnait pas, et si jamais le cessez-le-feu n'aboutissait pas à des discussions concrètes, eh bien il y a toujours l'option militaire qui pourrait donc actionner. Et on apprend, et là on va se tourner vers Mathieu Karman et Julie Janus qui sont nos journalistes à Washington. Mathieu, on apprend aujourd'hui qu'effectivement le Pentagone vient d'envoyer des milliers de soldats supplémentaires vers le Moyen-Orient. C'est une information qui a été révélée il y a quelques minutes par le Washington Post et qui explique que le Pentagone vient d'ordonner l'envoi de près de 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient si jamais les négociations avec l'Iran n'aboutissaient pas dans les prochains jours. Donald Trump veut ici faire pression sur l'Iran pour parvenir à un accord. On sait qu'avec ces soldats, il y a tout le matériel nécessaire évidemment. Il y a le porte-avions, l'USS George W. Bush, qui est également en chemin vers le Moyen-Orient. Il était stationné au large de la Namibie il y a quelques jours. Il a d'ailleurs dû être dérouté pour éviter d'être à portée de tir des Houthis. À bord de ce porte-avions, 6 000 soldats. Et le Washington Post explique ce matin qu'il y a également 4 000 et en Iran directement pour une opération terrestre sur Fox Business au micro de Maria Bartiromo qui explique que la guerre est près d'être terminée. Les États-Unis disent que la guerre est presque terminée en Iran. Merci Mathieu Karman. Non mais ça c'est formidable, Bertrand Villemer. Bon, franchement, est-ce que quelqu'un a un diplôme de langues orientales? Est-ce que quelqu'un sait parler le Trump? Parce que franchement, je sais très bien que amener ses troupes, ça fait partie de la négociation et de la diplomatie. Mais d'un côté, il dit dans une émission économique de Trump, de Fox Business, il rassure les marchés. Il dit c'est bon, la guerre est quasiment terminée. Et il est en train d'envoyer, alors que le porte-avions Bush, qui est au sud de l'Afrique, il est loin, il est en train de faire remonter les côtes africaines pour arriver avec une armada de 10 000 hommes sur le théâtre des opérations. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Traduisez, si vous parlez le Trump, je prends la traduction. Pour le porte-avions Bush, c'est la relève de Ford, du porte-avions Ford qui doit rentrer, parce que je comprends que ça fait 1 an et demi qu'il est en mission. Ouais. Donc on n'est pas loin de l'émeute. Donc il y a un côté relève dans ces 10 000 personnes. Mais Ford qui était déjà plus dans le secteur, qui est remonté vers la Méditerranée, effectivement. Oui, évidemment. Le deuxième point important, c'est qu'effectivement, il a dû se débrouiller parce qu'il était trop près des côtes. Là, je suis bien d'accord, ils sont très vulnérables. Le troisième point, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, l'Iran est probablement le pays qui a le mieux préparé la guerre au monde en ce moment. C'est probablement les mieux préparés. Au niveau de la façon dont ils tiennent le peuple, au niveau technique, au niveau tactique, même au niveau technologique, c'était extrêmement bien préparé. Et lorsqu'on fait des plans,
on a l'habitude de dire qu'il faut planifier l'incertain. L'incertain, c'était que les États-Unis n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ils n'ont pas poursuivi dans cette absurde marche en avant, ils ont changé de stratégie et ils ont dit on bloque le détroit d'Ormuz. Et c'est la bonne réaction et c'est la bonne stratégie. Et alors on pourrait dire que c'est un message contradictoire supplémentaire. En même temps, on se dit que ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on laisse sa chance au pourparler. Si jamais ça ne fonctionne pas, il aura sur la table toutes les options militaires. Il n'aura qu'à choisir puisque tout sera en place. Il aura juste à actionner un bouton. Est-ce qu'il relance des frappes massives? Est-ce qu'il envoie même des troupes au sol? Tout sera possible. Oui, et puis des milliers d'hommes en renfort à Hormuz, c'est pas forcément en effet pour déclencher de nouvelles frappes. C'est-à-dire ce bloc, beaucoup de déploiements de matériel militaire. Je lisais notamment qu'il y avait des bateaux qui sont spécialisés dans le déminage qui vont être ramenés du Japon jusqu'à Hormuz, justement pour se donner ces capacités-là. Et c'est vrai que finalement, ce que cherche à avoir Donald Trump, c'est la boîte à outils la plus large possible. Trump et le commandement américain, ils sont quand même un peu obligés de réagir en fonction de la réaction des Iraniens, et ils se préparent à toutes les options. Avouez quand même, mesdames, messieurs, avouez quand même que ce Donald Trump, à propos duquel on disait il veut mener une guerre courte, n'oubliez pas qu'il y a les élections mi-mandat, c'est le 3 novembre aux États-Unis, qu'il va les perdre, ça va être difficile, etc. Il est en train d'affaiblir son camp. Avouez quand même que il essaie par tous les moyens, vraiment avec une relative opiniâtreté, de mettre un terme à la République des Mollahs. Il a compris que taper comme un sourd n'était pas forcément la seule bonne solution. Il est en train d'en essayer une autre. Avouez qu'il est quand même assez opiniâtre. Et je suis pas certain que là, il est en train de dire, pour rassurer les marchés, dans 3 jours, je rentre à la maison, je vais trouver une bonne solution avec les Iraniens, on va négocier. Mais c'est pas certain du tout. Ça va peut-être encore durer un mois. Peut-être veut-il être le président qui réussira à mettre un terme à ces 47 ans de dictature en Iran. Peut-être. N'évacuons pas ce scénario. Ah non, mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, vraiment, je me roule par terre à vos pieds tellement je vous salue. Sens un tantinet ironique. Pas du tout. Ironique. Je salue ce travail intellectuel qui est au fond de disjoindre vos vœux pieux de réussite qu'on a tous ici autour de cette table, et surtout vous, Didier, pour laquelle j'ai la plus grande estime, en train de dire non, c'est pas si mal joué. Alors, on est d'accord, qu'est-ce qui est bien joué? Donc, ils bombardent. Oh là, il y a 90% des lance-missiles, c'est réussi, c'est merveilleux. Déjà, la guerre de l'été dernier, c'était hyper bien réussi sur le nucléaire, ils avaient tout éradiqué. Donc, le nucléaire, l'année dernière, c'est raté. Les lance-missiles, là, on a tous les papiers. On a CNN pour dire non, ils sont en train de les déterrer, là, au fur et à mesure. Ils sont là. Non, mais là, plus personne ne leur donne d'armes. La Chine, c'est gagné, on les tient. Il y a des livraisons d'armes. Donc, il fait un contre-blocus qui, vous avez raison de le dire, Magali, quand même, mais des milliers d'hommes, des milliers de moyens qui du coup ne sont pas ailleurs. Je veux dire, non mais moi je veux bien que vous me disiez que c'est génial, mais à quel moment c'est... Mais qu'est-ce qui est réussi là-dedans? On n'a pas là, ils sont pas là, les mollahs, ils sont encore là. L'uranium. C'est génial, mais c'est simplement une guerre contre un pays toxique qui se prépare depuis 47 ans à la guerre. Et l'armée, les gardiens de la révolution et l'armée iranienne, c'est pas l'armée du Liechtenstein. Ça va être si il réussit à mettre les mollahs à bas, ça prendra du temps, c'est dur et difficile. C'est une surprise que c'est pas une petite armée. Et que direz-vous, Eric, si, suite à la reprise de négociations, puisque tel est l'objectif de ce contre-blocus, suite à la reprise des négociations, le régime demeure, le régime des ayatollahs, des mollahs demeure, avec un moratoire de 5 ans sur son programme nucléaire et avec la levée des sanctions. Est-ce que ça, ce sera une réussite? Ça aura un arrière-goût amer. Je serais infiniment triste, infiniment triste. J'aurais envie de pleurer comme un enfant. Et l'homme qui est ici, Didier Edjadi, qui est réfugié politique iranien, sera blême de rage. Avec donc ces moyens militaires extrêmement importants mis en place au Moyen-Orient par Donald Trump, vous l'évoquiez Magali, donc Nivi nous a rejoint. Expliquez-nous, parce qu'effectivement l'armée américaine a dévoilé les chiffres et c'est colossal.
Exactement, autant dire que les Américains ne font pas les choses à moitié, puisque selon le commandement central américain, eh bien plus de 10 000 militaires sont actuellement mobilisés pour mettre en œuvre le blocus de Donald Trump. Des hommes, mais surtout du matériel, avec plus d'une douzaine de navires de guerre sur place, principalement des destroyers comme celui-ci. Cette photo, c'est l'armée américaine qui l'a publiée ce matin. C'est donc un destroyer lance-missile. L'armée américaine qui accompagne cette photo d'une légende. Chaque destroyer compte 300 marines hautement formés à la conduite, je cite, d'opérations offensives et défensives. Alors, outre ces destroyers, l'armée américaine a également réquisitionné un navire d'assaut amphibie, un navire de débarquement, un navire de combat. Le porte-avions, vous le savez, Abraham Lincoln, est également sur place. Il sert de base arrière. Dans les airs, le dispositif est également très impressionnant puisque pas moins de 100 avions sont mobilisés. Les Américains ont déployé des avions de chasse, des avions ravitailleurs, des avions de renseignement, mais aussi des drones. Et ce dispositif, selon le CENTCOM, il serait très efficace puisque l'armée américaine affirme qu'aucun navire n'a réussi à franchir le blocus et que 6 navires marchands ont fait demi-tour après avoir reçu un ordre par radio. Voilà, ça c'est efficace pour les 2 derniers jours puisque c'est mis en place depuis quasiment 2 jours maintenant, mais est-ce que ça sera suffisant pour tenir plusieurs jours? Alors là, là est question parce que pour l'instant ça tient, mais ça ne veut pas. La menace iranienne, elle reste toujours présente. Les Iraniens peuvent toujours attaquer cette armada américaine. Le vrai risque aujourd'hui pour les Américains, ce sont les drones iraniens, puisque selon un ex-officier de l'USS Navy, les Iraniens ont des drones aériens comme cette image. Alors ça, c'est une illustration. Ces vagues de drones Shahed, elles arriveraient sur l'armada américaine et en fait elles satureraient la défense américaine, si bien que ces dizaines voire ces centaines de drones, ils pourraient pourquoi pas détruire un bâtiment américain. Le risque, il est évident. La situation de très près pour voir si cette armada a les moyens de tenir et de résister à une attaque de drones. Merci. Beaucoup. Nikin estime que Donald Trump là est en train de réussir son pari. L'Iran serait prêt à revenir à la table des négociations et à arrêter direct avec les États-Unis. On sent qu'il y a quand même une certaine fébrilité du côté iranien pour éviter donc d'être en face à face direct avec toute cette armada militaire américaine. Mais tout de même, on a plus d'une tonne et la plupart nous expliquent qu'ils souhaitent que cette guerre se termine et que les Américains et les soldats américains n'ont rien à faire du côté du détroit d'Ormuz et que Donald Trump, lui, il est en train de s'exprimer en ce moment même sur Fox Business, dans une interview qu'il a enregistrée hier après-midi ici à Washington. Il explique que cette guerre est bientôt terminée et que tout se passe bien dans les prochains jours dans le détroit d'Ormuz justement. Merci Mathieu Carman. Quelqu'un souhaite rebondir sur le... Non, mais il a une fenêtre pour répondre à toutes les critiques de ses opposants, Donald Trump, parce qu'on voit bien que dans la presse et chez ses opposants, et évidemment en Europe, à un moment donné, il n'est pas non plus sourd et aveugle. Il critique, et je crois notamment qu'il y a eu un papier hier qui montrait que les révélations la semaine dernière de New York Times, vous vous souvenez, on vous en avait parlé, ce papier de 12 pages qui expliquait à quel point, lors d'une réunion, Donald Trump s'était fait apparemment forcer la main par Netanyahou contre l'avis de son chef d'état-major, contre l'avis de J.D. Vance, contre l'avis un peu moins de Rubio, contre l'avis quasiment de tout son entourage. Ces révélations la semaine dernière, plus toutes les critiques, montre que la petite fenêtre, je dirais, pour respirer, parce que il était quand même depuis plusieurs jours sous asphyxie de critiques, y compris aux États-Unis, y compris. Attention, breaking news, les tweets de Trump, le tweet de Donald Trump. Puisque c'est le matin, vous le savez, aux États-Unis, et traditionnellement le président américain au réveil. Il est 8h. 8h14. Poste ses premiers messages. Alors l'un de ceux que j'ai retenu, c'est que Xi me fera un gros câlin quand je le verrai. Oui, forcément, vous avez trop social. Et Donald Trump explique que le blocus qu'il est en train de mettre en place, il le fait aussi pour la Chine, parce que c'est une façon pour lui d'ouvrir le détroit et donc de permettre à la Chine de consommer du pétrole. Il dit, mais des pays du Golfe. Il dit la Chine, le détroit d'Ormuz, tout cela je le fais aussi pour la Chine. Il y a un ping me fera un gros câlin. Donc il est tellement sympa ce Donald Trump. Un big hug. Alors vous voyez, comme vous pensez à mal, vous voyez qu'il est gentil. Il le fait parce qu'il est gentil, n'est-ce pas? Pour les Chinois.
est débloqué en Hormuz. Oui, attendez. On va voir, parce que ça vient d'être tweeté, diffusé sur son réseau. Donald Trump dans le texte. Il dit aussi dans ce réseau qu'il remercie la Chine d'avoir cessé d'envoyer des armes à l'Iran. Et que c'est pour cela qu'il est très heureux et très fier de réouvrir le détroit d'Ormuz pour les Chinois, parce que vraiment ils ont été gentils, ils ont obéi à ce qu'ils leur demandaient, ils ont répondu présent, ils cessent d'envoyer des armes à l'Iran, ce qui me semble être quand même... J'aimerais bien en avoir la preuve de tout cela. Il faut dire que dans la presse américaine, chaque jour, il y a une nouvelle révélation sur la Chine de matériel portatif anti-aérien qui aurait été livré ou sur le point d'être livré par la Chine à l'Iran. Ce qui pose évidemment un vrai problème aux Américains. Aujourd'hui, il y a un autre article qui nous explique qu'un satellite espion chinois a été vendu aux Iraniens et que c'est grâce notamment à ces images satellites qu'ils sont allés frapper l'avion radar américain il y a de cela quelques semaines. Et donc Donald Trump a expliqué qu'en effet, il avait contacté Xi Jinping en lui disant ça suffit. Et donc, Xi Jinping lui aurait dit OK, mais on n'a jamais livré d'armes à la Chine. Oui. Donc en fait, là, ça semble bizarre. C'est un peu comme si je vous demandais. Je vous remercie par avance. Alors là, il est en train. Mais merci d'arrêter de livrer des armes. Est-ce qu'on est certain qu'ils ont tout arrêté là ces dernières heures sur la simple demande de Donald Trump? Évidemment, pas sûr du tout. Et même, on peut avoir beaucoup. Les Chinois, quand même, il faut savoir qu'ils reçoivent ce pétrole iranien. Et c'est vrai que dans cette négociation, il faut savoir que derrière le Pakistan, et on l'a beaucoup dit sur ce plateau, il y a aussi la main de la Chine. Donald Trump se rend en Chine le 14 et 15 mai prochain. Il compte certainement sur Xi Jinping pour faire aussi pression d'une certaine façon sur les Iraniens. En fait, il a besoin de faire passer ce message, et c'est ce qu'on lit là ce matin dans son message, qu'il fait ça en effet, notamment pour les pays asiatiques qui souffrent énormément. Il se couche devant la Chine, obligé de dire, je le fais aussi pour la Chine. Mais là, ils fabriquent une belle histoire. Ah bah bien sûr. Parce que les Chinois, ils ont pas besoin de l'embargo américain. Oui, puisqu'ils continuent de recevoir le pétrole iranien. Les Iraniens les laissent passer. Alors, les Américains servent à rien pour les Chinois, là. Donc il dit aux Chinois, je vous offre quelque chose dont vous n'avez pas d'utilité, et en échange, je le fais parce que vous arrêtez de livrer des armes. Enfin, c'est une histoire complètement fabriquée, quoi. Ce qui est drôle, c'est que dans cette même interview, il dit la Chine est un pays qui a besoin de pétrole et nous en avons. Donc il essaye de réinstaurer un rapport de force alors qu'on voit qu'il a complètement perdu ce rapport de force. C'est un cadeau incroyable qu'il fait à la Chine. Elle a raison, Magali. Il a besoin de la Chine. Avoir identifié la Chine comme l'ennemi de demain, être capable de l'anéantir, d'abord avec le Venezuela en asséchant cette source de pétrole vénézuélien, après avec la Chine, parce que Magali a raison de le rappeler, c'est 90% effectivement qui part en Chine. Donc c'était censé être gagné. Or c'est pas gagné du tout. On sait qu'ils ont massivement électrifié leurs besoins, qu'ils ont donc moins besoin qu'avant, qu'en plus ils passent pour des gens raisonnables, parce que rappelez-vous hier, parce que ça on l'a oublié, c'est tellement hystérisant le truc de Trump qu'on oublie les choses d'un genre. Rappelez-vous hier, Xi disant mais il faut quand même défendre le droit international. Oui. Mais enfin, on peut pas laisser la loi de la jungle s'imposer. Mais je vais vous dire un truc, c'est un cadeau que fait. Là, il se met, c'est-à-dire qu'après s'être mis à genoux devant Poutine, il était en train de se mettre à genoux devant Xi. Et la question, c'est qu'est-ce qui reste de l'Occident? Le seul fanion qu'on puisse récupérer, c'est nous les Européens pour défendre l'Occident. Et on a intérêt à le récupérer fermement, parce que au fond, les États-Unis aujourd'hui, c'est plus une valeur. Il est 8h02 à Washington et envoyé des messages sur son réseau Truth Social. Voici ce qu'il dit. La Chine est ravie que j'ouvre définitivement le détroit d'Ormuz. Bon, pour l'instant, il n'est pas ouvert de façon définitive, mais enfin bon, la Chine est ravie, selon Donald Trump. Je le fais aussi pour elle et pour le monde entier. Ils ont accepté de ne pas envoyer d'armes à l'Iran. Alors ça, c'est à mon avis une information de Donald Trump, mais vous savez comme parfois il est roublard. Hein, c'est l'exemple du déjeuner que je vous donnais tout à l'heure. C'est comme si je vous disais là publiquement devant tout le monde, je suis ravi que vous m'invitiez à déjeuner tout à l'heure, là, Magali, et que vous payiez l'addition. Voilà. C'est-à-dire que c'est une injonction qui est déguisée en remerciement, mais derrière, il y a une espèce d'injonction qui semble pas tout à fait vraie. Sur l'attitude de la Chine, on en parlait hier et moi j'étais assez inquiet de voir la Chine prendre tout cela
comme une attaque directe et comme une perte de face. Et Isabelle faisait remarquer, à mon sens à juste titre maintenant, qu'en fait ce que la Chine allait faire, et c'est ce qu'elle fait, elle allait regarder combien ça lui rapporte, ce qui se passe. Combien ça lui rapporte. Elle a des stocks stratégiques de pétrole pour 4 mois à la dimension de la Chine. Vous imaginez ce que ça fait comme stock. Elle sait que les Asiatiques de la région ne pourront pas se rallier complètement aux États-Unis, donc elle a quand même un arrière-pays stratégique. Et d'autre part, elle voit qu'aux yeux du monde entier, le coupable de tout ça, c'est Donald Trump. Et maintenant, il est prêt à lui faire du cadeau. Donc c'est vrai que Xi Jinping est en train de calculer. Le bon indice, c'est que la rencontre est maintenue. Après, il y a quand même 2 éléments qu'il faut avoir en tête. D'abord qu'à tout moment dans ce type de dispositif, blocage ou autre, un dérapage peut intervenir. Un bateau chinois peut être touché, il peut y avoir un problème. Et là, ça peut virer à la crise. Et la deuxième chose, c'est que la Chine a malheureusement beau jeu de se montrer conciliante parce que dans son arrière-zone, qui est l'Asie orientale et la mer de Chine du Sud, elle viole constamment le droit international. Donc malheureusement, ce qu'on est en train de faire, c'est de permettre à la Chine de gérer son espace. Et derrière, il y a un endroit qui s'appelle Taïwan sur lequel on peut quand même être... Aux hommes américains envoyés sur zone, des milliers de soldats américains en ce moment font route vers le Moyen-Orient. Il termine son message quand il s'agit de se battre. Non mais voilà. Il y a un autre message qui est envoyé aussi. Il est effectivement très fort pour refaire l'histoire, Donald Trump, parce que c'est un homme de la force et donc... Quelque part, est-ce que dans ce relatif échec, pour l'instant, au bout de 5 semaines, il n'est pas quand même fier des États-Unis que c'est la seule puissance capable de développer et de déployer autant d'hommes, effectivement, autant de porte-avions, autant de destroyers dans le monde entier. Donc, vous voyez, il est assez bon là-dessus, mais bon, qu'il a immense. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que si on refait l'histoire, il a quand même provoqué le blocus du détroit par les Iraniens, par sa guerre. Donc maintenant, le détroit est bloqué. C'est comme s'il était débloqué, que c'est grâce à lui. Et il y a qu'à voir, moi, ce qui m'a frappé cette nuit, les critiques contre Giorgia Meloni. Absolument incroyable. Son allié, où il s'en est pris. Alors, Grande-Bretagne, c'est déjà assez surprenant. France, on a l'habitude, mais il s'en est pris à Meloni, son amie Meloni, en disant « Elle ne veut pas de nouveau du pétrole, Meloni. Elle ne veut pas m'aider à débloquer le détroit. En gros, je m'en souviendrai. Elle n'est pas courageuse. » Donc, il veut se montrer comme l'homme qui aura débloqué le détroit, faisant quasiment oublier le début de la guerre. Finalement, il y a un détroit bloqué et c'est les États-Unis qui vont le débloquer. Mais s'il est bloqué, c'est bien la faute de la guerre des États-Unis. C'est une pirouette de scénariste absolument incroyable. Magali ? Hier, l'ambassadeur chinois à Washington était reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. Et d'ailleurs, vous savez, quand notre journaliste Margot Haddad appelle et réussit à avoir Donald Trump au téléphone, il lui dit qu'il est en réunion sur l'Iran, probablement notamment avec l'ambassadeur de Chine. Et là, à l'instant, intelligente et très bien, ce sont ces mots, avec les Chinois. Est-ce que c'est pas mieux que la guerre, dit Donald Trump dans son poste. Donc en fait, on voit qu'il est avoir pensé. Il est en effet de retourner. C'est toujours la même chose en fait. Donald Trump, avec Donald Trump, il impose son récit et il le fait toujours lui-même directement en postant ses messages. Alors, on va faire quelques kilomètres. On va quitter Pékin, puisque nous parlions de la Chine et des inquiétants, parce que c'est l'AIEA, le gendarme du nucléaire civil, mais aussi et surtout du nucléaire militaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui vient de signaler l'augmentation coréenne. Ça veut dire, ou plutôt diplomatique, ça veut dire que dans la réalité, la Corée du Nord est en train de fabriquer, vaille que vaille, des bombes atomiques en ce moment même. Je vous propose d'écouter le pape de l'AIEA, Monsieur Raphaël Grossi. Nous avons pu confirmer une augmentation rapide de l'activité du réacteur de 5 MW de Yongbyon, ainsi que celle de l'unité de retraitement. L'exploitation du réacteur à eau légère et la mise en service d'autres installations en dehors de Yongbyon indiquent toute une augmentation très importante des capacités de la République populaire démocratique de Corée du Nord en matière de production d'armes nucléaires, estimée à plusieurs dizaines d'ogives. Estimé à plusieurs dizaines d'ogives. On possède à peu près 290, donc c'est quand même considérable. C'est quand même, on est très focus, nous, sur l'Iran,
parce qu'il y a une guerre chaude là, on est dans le rouge. Mais pendant ce temps, bien, vous avez rappelé que la Chine enfreignait le droit international, elle aussi de son côté en produit, elle fait ses armes nucléaires. Bien sûr, et la conséquence c'est quoi ? C'est de faire peser une menace directe sur les alliés les plus fidèles des États-Unis, que sont le Japon et la Corée du Sud. Donc c'est toujours pareil, on le voit bien, à ce jeu-là de Donald Trump qui change de stratégie, qui veut garder le récit, il y a quand même des perdants. Les perdants pour l'heure, c'est tous les alliés de Donald Trump sauf Israël. Et on verra pour Israël ce que ça donnera plus tard. Mais les Européens sont perdants parce qu'ils sont pris otages par ce conflit. Le Japon et la Corée du Sud parce que la Corée du Nord hausse le ton. Pardonnez-moi, mais ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un sur lequel on était supposé compter. Oui, Didier, déjà dit. Est-ce que les Européens sont perdants ? Et est-ce que c'est la faute des Américains ? Ben non. Alors les Européens, s'ils sont perdants, c'est parce que effectivement, ils ne voulaient pas s'impliquer dans cette bataille, si vous voulez là. Et moi, je suis d'accord pour dire absolument qu'il faut par tous les moyens chercher à affaiblir le système diabolique en Iran là. C'est dans l'intérêt de tous. Bien évidemment, aujourd'hui, le régime iranien bénéficie, bien évidemment, y compris vis-à-vis de l'Europe. Vous avez entendu hier, aujourd'hui, ce matin, que une personne iranienne qui a été effectivement condamnée par le tribunal français à 4 ans, dont 1 an de... Ah oui, une franco-iranienne qui a fait apologie non, c'était pas franco-iranienne. Une iranienne vivante en France. C'est l'apologie de Hamas. Apologie du Hamas et du terrorisme, elle a été condamnée. Oui. A été condamnée pour 4 ans et donc 1 an de ferme, si vous voulez. Eh bien, puisque nous avons récupéré nos otages qui étaient condamnés d'une manière injuste par ce régime terroriste iranien, eh bien, on a récupéré nos otages, les deux, et en contrepartie, celle qui a été fautive, qui a été condamnée par la justice sur la base effectivement de la vérité, eh bien, elle est partie. Et donc, elle est partie en Iran. Elle est partie en Iran là. Et donc le régime iranien, il est Didier, si je peux me permettre de vous couper, je comprends pas trop. Mais revenons sur le début. Non, mais justement, dans le début de votre la Corée du Nord. Oui, la Corée du Nord. Vous dites que les Européens ne se sont pas impliqués dans la non-prolifération nucléaire dans le monde ? Non, c'est l'inverse. Il y a eu tout un effort de la communauté internationale, d'Obama et des Européens pour, avec le traité du TNP, traité de non-prolifération, enfin mettre à bas effectivement cette prolifération de partout, parce que si on laissait faire, et c'est de nouveau le cas, maintenant ça va être de partout, chacun va vouloir avoir sa petite bombe nucléaire. Qui a remis en cause ça ? C'est Trump en 2018. Comment vous pouvez dire que les Européens n'ont pas fait le travail ? Enfin, là, pardon, avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour vous, Didier, c'est une blague. Non, mais si. Les Américains. Et on va arriver là à un accord. Cet accord ne servait à rien. Ils ont fabriqué de l'uranium enrichi comme jamais pendant qu'ils étaient soi-disant limités par cet accord. Non. Même Grossi le dit. Cet accord, s'il n'avait pas été rompu en 2018, il y aurait pu avoir, comme de 2015 à 2018, Obama a réussi à les faire lâcher 92% de leur uranium enrichi. Il n'y a jamais eu un aussi beau résultat. Jamais on pourra tout enlever sauf une invasion terrestre. On ne va pas pouvoir aller creuser, mis à part une invasion terrestre que personne ne veut, même pas Trump, on ne peut pas les empêcher. Il faut contrôler. Le président Trump avait raison de casser cet accord. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ça a été une durée de 10 ans. La validité de ce rapport-là. Et deuxième point, effectivement, au bout de 10 ans, le régime iranien pouvait reprendre encore son activité entre guillemets normale. Et également dans cet accord, la question effectivement que a été évoquée par le président américain, le Trump, il a dit pourquoi ça a été limité à 10 ans et pourquoi c'était pas encore à l'infini d'une certaine manière. Et la question donc des missiles n'a pas été abordée. Et la question effectivement des proxys n'a pas été abordé. Et donc, pour cela, le régime iranien allait continuer encore sa bagarre nucléaire, si vous voulez. Là. Bon, est-ce qu'on peut revenir à la Corée du Nord, s'il vous plaît ? Voilà. La conférence de Raphaël Grossi, elle se tient depuis Séoul, Corée du Sud. Première information, il est manifestement inquiet. Il n'y a plus aucun contrôle, en fait, de l'AIEA sur ce qui se passe en Corée du Nord. Et pendant que tout le monde regarde ailleurs, en ce moment, c'est vrai que la Corée du Nord, elle a complètement disparu de nos radars, en tous les cas médiatiques.
diplomatique. C'est vrai que les constats de Raphaël Grossi sont extrêmement inquiétants parce que ce qu'il dit, c'est qu'il y a plusieurs installations d'enrichissement d'uranium, donc on retrouve exactement la même chose qu'en Iran, qui sont en train de marcher à plein régime. Que ce fameux site nucléaire de Yongbyon, qui aurait été démantelé d'après la Corée du Nord, en fait, s'est remise à fonctionner. Donc, il y a une espèce de fuite en avant de la Corée du Nord qui n'est pas nouveau, vous allez me dire, mais en fait, qui est, à mon avis, conforté par tout ce qui se passe en ce moment. Finalement, on se rend compte que le nucléaire, finalement la bombe nucléaire, c'est la meilleure des assurances-vie pour ce genre de régime. Et donc, la Corée du Nord est en train d'accélérer avec le soutien certainement de la Russie. On a vu Vladimir Poutine avec le leader nord-coréen justement insister sur la coopération entre les deux pays. Il est possible qu'il y ait un volet sur le nucléaire. Et c'est vrai qu'il faut se repréoccuper de ce sujet-là. Il y a une totale symétrie de toute façon. Et donc voilà, entre l'Iran et la Corée du Nord. Ces deux États toxiques ont une symétrie très intéressante. Voilà. Et on enterre sous des montagnes, il y a des montagnes dans les deux pays, on enterre sous des montagnes des laboratoires où on travaille à enrichir de l'uranium dans le but d'avoir la bombe atomique, la fameuse assurance vie que vous évoquez d'ailleurs. Voilà. Les Coréens ont quelques mois d'avance sur les Iraniens. Le régime iranien a été aidé par la Corée du Nord et le Pakistan dans son système nucléaire. Attendez, il y a quand même quelque chose qu'il faut rester un peu, à mon avis, mesuré. Tous les chiffres concernant l'activité d'un armement vers un engagement au feu nucléaire possible, Corée du Nord, Iran, sont des chiffres qui sont doivent être pris avec beaucoup de précautions. Parce que l'AIEA, elle ne s'est pas promenée en Corée du Nord. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça c'est certain. Par contre, j'ai entendu dire qu'on parlait d'eau lourde. Si on parle d'eau lourde, c'est de la bombe H, c'est pas de la bombe A. Donc ils sont déjà dans une technologie qui est plus proche de celle de la Russie. L'Iran, c'est la bombe A, c'est de l'uranium pur. Bon, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement dans le Golfe. Il y a de l'instabilité. Le résultat du conflit, c'est une forme d'instabilité régionale. On est tous d'accord. Cette instabilité régionale, elle s'applique à des puissances moyennes. La Turquie, l'Arabie Saoudite, par exemple. La Turquie et l'Arabie Saoudite, leur obsession, c'est d'avoir l'arme nucléaire. Pourquoi pas eux ? Le Pakistan a l'arme nucléaire, il est tranquille. Si eux ont une arme nucléaire, donc naturellement, ces puissances moyennes entre guillemets, y compris la Turquie, membre de l'OTAN quand même, souhaiteront avoir une arme nucléaire. Donc, ce qui se passe avec la Corée du Nord, c'est si ce qui est dit est vrai, c'est qu'il y a une possibilité de prolifération sous-régionale au niveau du Golfe déjà. C'est ça le danger. Parce que avoir une bombe, ça suffit pas. Il faut pouvoir la lancer, il faut pouvoir durcir l'ordre d'engagement du feu nucléaire, ça se fait pas comme ça. Il faut pouvoir avoir une vraie maîtrise cyber et il faut pouvoir aussi avoir un système de guidage qui fait que ça explose pas quand on fait des essais. Ce qui est arrivé en Corée du Nord il y a une dizaine d'années, juste au passage. Donc, mais il y a 10 ans, c'était il y a 1000 ans. Ouais. À l'échelle de l'histoire qui s'est accélérée pour la Corée du Nord. Ouais. Aujourd'hui, la Corée du Nord est ouvertement, clairement aidée par le voisin russe. Et allez savoir, ouvertement aidé peut-être par le voisin chinois, qui sont deux puissances dotées de l'arme nucléaire, qui les aident, qui leur prennent la main, qui font des voyages de mixité entre scientifiques, qui vont se voir à Moscou, se voir à Pyongyang, travaillent main dans la main à l'élaboration de cette bombe atomique. Le problème est réglé, il n'y a plus à se poser de questions sur la bombe atomique nord-coréenne. Elle est là. On n'en a pas la preuve. Mais Bertrand Villemin, on voulait aussi, pardonnez-moi, on parle de tout s'accélère, même dans la guerre du futur, elle est peut-être déjà à l'œuvre et ça se passe en Ukraine. Là, on voulait vous poser quelques questions parce que c'est sans doute, je vais le dire, c'est une première fois dans l'histoire, il y a une position qui a été conquise par les Ukrainiens sans infanterie, sans le moindre engagement d'hommes, juste grâce à des robots. L'annonce a été faite par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Pour la première fois dans l'histoire de la guerre, une position ennemie a été entièrement prise par des robots terrestres et des drones, sans aucune implication de l'infanterie et sans perdre de notre côté. C'est un robot et non un soldat qui s'est rendu dans la zone la plus dangereuse et qui l'a prise. Ça, c'était inimaginable il y a encore quelques années. Est-ce que ça veut dire que bientôt on n'aura plus besoin d'infanterie, tout simplement, de fantassins pour faire les guerres ? Alors, ça va évoluer, là, mais je parle sous votre contrôle. L'Ukraine était la 5e puissance nucléaire avant les accords de Minsk.
Donc il y a une industrie aéronautique extrêmement puissante en Ukraine. Il y a d'ailleurs des lanceurs européens qui ont fonctionné avec des moteurs ukrainiens il n'y a encore pas si longtemps que ça. Donc il y avait déjà un terrain au niveau technique qui était très favorable. Le deuxième point, c'est que nécessité fait loi. Ils n'allaient pas fabriquer un avion de chasse, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Bon. Donc ils ont fabriqué des choses petites et faciles. Ils ne fabriquent pas des gros drones comme les Reaper. Ils fabriquent des petits drones qui font le maximum, 100-150 kilos. Après, on change de gabarit, si je puis dire. Le deuxième point, c'est que ils ont une capacité d'expérimenter des armes qui est extraordinaire parce qu'ils sont en guerre. Ouais. On ne peut pas, en temps de paix, on peut pas expérimenter ça. On le fait une fois, mais puis on s'arrête. Ouais. On lance un missile et puis on dit ok, d'abord ça coûte cher, mais on va attendre, ok, il marche, on arrête tout. Donc une force d'expérimentation extraordinaire. Le deuxième point, mais c'est lié au premier, c'est qu'ils ont une capacité de rafraîchir et de recycler un programme d'armement, notamment au niveau des drones, en fonction du résultat très rapide. Ils veulent en modifier. Alors, je sais pas, en Occident, ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Eux, en 3 semaines, 1 mois, ils arrivent à modifier un certain nombre de choses sur leurs drones, que ce soit au niveau des communications, que ce soit au niveau des systèmes anti-drones, etc., très rapidement. Et puis après, ils l'essayent. Et en fonction de ça... Ce qui est totalement fou, c'est que, souvenez-vous, février 2022, le début de la guerre, février 2022, on regarde cette armée ukrainienne avec de la commisération, de la pitié, de la compassion, de la charité. Et à l'échelle de l'Europe, cette armée ukrainienne est devenue aujourd'hui quelque chose dont on a envie de s'inspirer. 4 ans de guerre, quel retour d'expérience. Ils expérimentent d'ailleurs des armes occidentales, américaines, françaises, britanniques, toutes les armes les plus modernes aujourd'hui se trouvent en Ukraine. Retour d'expérience, on les regarde, pardon de le dire avec ce cynisme, parce qu'il y a des dizaines de milliers de morts, mais c'est un salon de l'armement, c'est un salon du Bourget grandeur nature. Et je suis moi cynique quand je dis cela, mais je sais très bien qu'il y a aujourd'hui des vendeurs d'armes, enfin des industriels de l'armement qui regardent cela comme un salon grandeur nature. Et donc le résultat de tout ça, Richard, c'est incroyable, c'est que aujourd'hui les Ukrainiens viennent et disent nous on a expérimenté ça marche, ça marche pas. Oui, Kiev est devenu de toute façon la capitale, on peut dire, européenne de l'industrie de l'armement et surtout de la guerre de demain. C'est là qu'on va, c'est là qu'on rencontre les experts, c'est là surtout qu'on rencontre les soldats, parce que ce qui est important, c'est l'interaction entre les soldats et les machines, voir si ça fonctionne. Mais l'autre élément pour compléter votre tableau, c'est qu'ils ont une contrainte, ils doivent, contrairement à la Russie, sauver des hommes. Ils n'ont pas de réservoir humain, les Ukrainiens. Et donc, parce qu'ils doivent sauver des hommes, ils ont l'impératif de développer les technologies dans tous les domaines. C'est exactement ce qu'a mis en avant le président Zelensky en disant que ça a permis de sauver des vies. 22 000 missions de ces robots en 3 mois seulement, ce qui a permis de sauver des vies. Évidemment, c'est ce qu'il a voulu mettre en avant. Merci beaucoup, merci pour les analyses, merci de nous avoir suivis. Et merci à Margot Van Panuys, notre assistante qui nous quitte aujourd'hui et qui nous a bien aidés ces derniers mois. Notre stagiaire, bon vent, elle va travailler peut-être, allez savoir, dans futur un journaliste. À la concurrence peut-être, on surveillera ça. Allez, LCI Direct avec Marie-Aline Méli tout de suite.